Combien as-tu gagné pour ton plus gros contrat? Le plus gros contrat que tu signé? Le plus gros client que j'ai, je dois être à 22 000 à l'année. 22 000 à l'année. Et c'est quoi comme activité? E-commerçant. Un e-commerçant? Ouais. Ouais, putain, il a pas signé chez nous. J'échange énormément avec des experts comptables. Je pense qu'il y en a 2-3 par jour facile pour parler cabinet, acquisition de clients, gestion de CAB, outils, etc. Sur cette partie acquisition de clients, j'en ai eu pas mal récemment en échange en me disant c'est trop dur d'avoir un client. Ils rencontrent 20 clients, mais ils en signent 2-3 et ils comprennent pas pourquoi, ils n'ont pas de retour. Sauf que moi, je suis dans l'optique de le client, il faut que je le close pendant le rendez-vous. C'est pertinent parce que c'est vrai que tu as des prospects et tu signes pas. Ok, pourquoi ils signent pas? Et donc tu as raison, le fait d'être très jeune, la confiance elle est pas là. Donc tu peux apporter une vraie promesse, mais s'il y a pas la confiance, les gens ils vont pas acheter. Souvent je donne cet exemple, je dis achète mon service, tu seras millionnaire en 30 jours. La probabilité d'achète elle est extrêmement faible parce que la promesse elle est là, elle est très belle, mais le fait que est-ce que ça va arriver, donc la probabilité de réalisation, tu sais qu'elle est quasiment de zéro, donc tu vas pas acheter. Combien gagnes-tu aujourd'hui? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sans Jonathan, malheureusement il n'est pas là aujourd'hui. Par contre j'ai un super invité, c'est Mohamed Chila. Salut. Salut Kevin, j'espère que ça va. Bah ouais, bienvenue, franchement je suis trop content de t'avoir. Plaisir est partagé, merci beaucoup pour l'invite. Ça va être hyper intéressant. Dommage que notre parigo préféré soit pas là. Et oui, malheureusement il est pas là, la prochaine fois. Je le dis en début de vidéo parce qu'à chaque fois j'oublie, mais voilà, si vous pouvez vous mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir pour nous donner un peu votre feedback sur l'épisode, mettre un like, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous également si le contenu vous plaît, ça nous aide également pour YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir, c'est avec grand plaisir. On commence ? On commence, go. Bon, franchement, c'est trop cool d'être revenu dans le sud de la France pour venir nous voir. J'avais besoin de soleil. Ouais. Alors, pour être tout à fait honnête avec tout le monde, en fait, il est venu parce qu'il est venu voir Nico des Geeks des Chiffres. T'es passé sur Geeks des Chiffres ou sur Counter du coup ? Counter. Ouais. Et comme Nico, il habite juste à 10 minutes de chez nous, c'est pour ça qu'il a fait une pierre deux coups. Ouais. Et ça fait plaisir. Ça fait, franchement, je fais pas les choses pour faire, mais plutôt parce que ça fait plaisir. Franchement, c'est adorable. Je t'explique le concept au moins, c'est pour ceux qui découvrent également l'épisode, ils vont voir un peu comment ça se passe. L'objectif, c'est qu'on puisse échanger vraiment sur la profession et surtout sur le système d'acquisition client, comment trouver des clients, comment développer son CAB. Donc, c'est très market, très vente, très business. Et donc, voilà. Et après, j'ai pris des petits jeux. Donc, on pourra faire un peu plus de divertissement tout à l'heure. Ça me va. Ça peut être sympa. Est-ce que tu veux te présenter en quelques minutes pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, mon métier là, expert comptable. Je suis basé à Lyon. J'ai un cabinet qui a été lancé au mois de mars 2024, où j'ai fait 3 mois de sous-traitance au début pour un cabinet. J'ai réellement attaqué au mois de juin environ, avec l'acquisition client, etc., jusqu'à aujourd'hui. On a une équipe qui est passée de 0 à 8 personnes la semaine prochaine. Waouh. Incroyable. Vous faites combien de chiffres là ? Là, on est en facturé depuis qu'on a entamé sans sous-traitance 350 000. Ok, et en signé, on approche les 550 en 8 mois d'activité. Incroyable. J'ai pas le recul. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Franchement, bravo. J'échange avec beaucoup et je suis énormément gêné quand j'échange avec des confrères qui te disent moi, première année, c'est un peu compliqué, etc. Et que toi, tu es en face et que tu sais que tu as carburé sur l'année. C'est énormément de sacrifices, etc. Mais j'ai pas encore ce recul-là de me dire c'est fou ce que j'ai fait, parce que dans les cabinets où je suis passé, je gérais un portefeuille de 500 000, 400 000, etc. Donc en CA. Donc c'est limite naturel. Mais au fond, quand tu te poses et que tu te dis mais attends, les chiffres ils sont peut-être incroyables. Je dis peut-être parce que tu t'en rends toujours pas compte. Je pense que c'est une belle folie. Franchement, ouais, ça va être hyper intéressant de savoir comment tu as fait pour donner un peu des tuyaux à tous ceux qui nous regardent. Je peux te donner un point de comparaison, même si on n'est pas là pour se comparer. Moi, la première année, j'ai fait 70 000 euros. Okay. Quand j'ai lancé de zéro aussi. Les études, c'est ce qu'elles donnent. Hein. Première année, tu es entre 60 et 70 000, tu doubles la deuxième et ensuite tu évolues. Ouais, moi, la deuxième, j'ai fait 300 000. Ouais, voilà. On a des chiffres qui sont comme ça. Après, pour être transparent, je ne le réalise pas encore. Parce que je suis dans ma bulle, je suis à fond et j'ai des objectifs à atteindre pour être tranquille plus tard. Donc moi, je me suis fixé 3 ans pour atteindre le million et avoir ma stabilité juste après. Donc, voilà. Là, pour être très pratico-pratique, donc toi, on en a un peu discuté en off, pour l'instant, tu es généraliste. Ouais. J'aimerais savoir comment tu fais aujourd'hui pour justement expliquer ce succès et avoir autant de traction pour signer autant de clients d'un coup. Tout se fait par bouche à oreille.
Bouche à oreille, ouais. En fait, si tu veux, le réseau lyonnais est un réseau très fermé. Extrêmement fermé, on s'en rend pas compte. Mais par contre, dès que tu mets un pied dans le réseau lyonnais, c'est incroyable ce qui peut arriver derrière, honnêtement. Donc, si tu veux, moi, j'ai préparé tout ça en amont. C'est que je suis rentré petit à petit dans des réseaux. J'ai participé à pas mal d'événements. C'est quoi comme type de réseau? Tu peux citer des noms ou pas? Un peu, c'est pas des BNI, mais un peu l'équivalent. D'accord. Donc, Alliance à Lyon qui a créé un réseau où on se rencontre un peu tous les mois. Un autre réseau qui est fait sur Vanvelin, c'est un réseau, enfin, ça s'appelle Espace Entreprise, où il doit y avoir peut-être une cinquantaine d'entreprises là-bas. Tous les mois, il y a des événements. Il y a un autre réseau qui s'appelle My Network, qui regroupe tous les mercredis soirs des petites conférences sur des thématiques entrepreneuriales. Et donc, en fait, du coup, tu vas dans ces réseaux, ouais. tu fais les events, tu échanges des cartes de c'est visite, tu ça. En échanges fait, je avec des participe aux entrepreneurs. events où je fais des micro-conférences sur l'entrepreneuriat. Ok. Et, Ah oui, donc tu es speaker aussi ouais. pour eux. Donc ça, c'est Ouais, pas mal. j'en Ouais. fais pas mal. Hein. J'en ai fait sur Paris, j'en ai fait dans le sud de la France. Je suis originaire d'Avignon. J'en ai fait pas mal. Et en fait, au fil du temps, ton nom rentre en tête. Et je vais jamais avec l'intention de signer. Et je vais juste avec l'intention de laisser mon nom sur place. Ce qui fait que les gens ne t'oublient pas et te rappellent. Et quand tu les rencontres, moi, mon objectif, c'est de closer pendant le rendez-vous. Et il n'y a pas déjà d'autres experts comptables dans ces réseaux-là? Si, mais ils sont là depuis longtemps. Ils ont leur réputation, leur image. Certains ont été insatisfaits, d'autres satisfaits. Donc, ce qui fait que quand le petit nouveau arrive, on lui donne sa chance. Et quand tu as un client, 10 clients, 15 clients, 20 clients qui disent non, mais c'est incroyable, ça se passe bien, il est réactif. Et ça ressort beaucoup. C'est que nous, on a un engagement de réponse dans la demi-journée quasiment. Donc, cette réactivité, ils l'apprécient. Ils voient le rendu final en livrable, ils l'apprécient également. Ce qui fait qu'eux-mêmes parlent à d'autres entrepreneurs. Et après, tu es obligé de rentrer dans cette boucle-là, de créer toi-même des événements potentiellement pour amener tes entrepreneurs, mais leur dire venez avec d'autres entrepreneurs. Ouais, donc tu crées ton propre club business. C'est ça. Ça, j'avoue, ça se fait pas beaucoup en fait dans la profession, alors que les experts comptables, ils ont, je sais pas, 500 entreprises, 1000 entreprises où ils gèrent la comptabilité. Et donc, ils pourraient faire leur propre club business en fait. Et créer un petit event une fois par mois, une fois tous les 2 mois, où ils invitent leurs clients. Tu pourrais le faire facilement parce que tu invites ton client et les autres. Oui, donc, c'est ça. Tu leur dis, tu viens accompagner d'une personne qui est une entreprise, t'échanges. Et moi, il y a une phrase, et c'est là où j'aime beaucoup Jonathan également, c'est qu'on a la même vision, lui et moi, sur l'entrepreneuriat, sur la croissance, sur le business, mais sur comment aborder le client. Un jour, il a fait un post sur quelle est ta manière de te rémunérer. C'est une question que je pose avant le bonjour quasiment. Tu vois, tu vois la personne, rapidement, elle te dit mais je paye trop d'impôts, je paye trop de ceci, cela. Tu lui poses la question de la rémunération, de ses objectifs de vie, de ses objectifs pro. Et en fait, dès que tu t'intéresses à la personne avant même son business, il se sent accompagné, il trouve qu'il y a un impact différent des autres experts comptables. Et il vient, il te rencontre et t'échanges et tu closes et voilà. Surtout en plus, c'est que là, tu abordes tout de suite un sujet, un point de douleur important pour tout entrepreneur. L'objectif, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Totalement. Et donc, quand tu dis est-ce que tu payes trop d'impôts, combien tu gagnes, est-ce que c'est assez, pas assez, tout de suite, tu vas directement sur le point principal que tout entrepreneur va te parler. Quoi. Surtout que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont lancés depuis 2, 3, 4, 5 ans et qui se rémunèrent peut-être 1 000 euros, 2 000 euros parce qu'ils auront peur de se rémunérer, de payer trop de cotisations, de mettre à mal leur entreprise. Et quand tu leur expliques par A plus B qu'il y a des montages possibles, par A plus B que se mettre 3, 4, 5 000 euros dans la poche ou le 2 000 euros, ça te change mentalement et ça te donne envie de plus bosser et de travailler. Ils se lèvent différemment. Leur satisfaction, tu le ressens également parce que tu as des nouveaux clients, etc. Ça, j'ai eu ça, moi, quand j'ai monté mes premières boîtes, où je trouvais que l'entreprise était très riche et moi, j'étais très pauvre. C'est pas possible, on peut pas faire l'inverse. Mais en réalité, tu peux aussi être riche, entre guillemets, et te mettre de l'argent en plus. Hein. Mais c'est juste que tu fais tellement attention à ta boîte. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des paliers, par exemple. Tu vois, quand je suis arrivé à 100 000 euros de trésor, je me disais, mais il faut pas que je descende en bas. Pourtant, tu as encore 100 000 euros de marge. Hein. Mais j'étais à 98 000, j'étais mal. Parce que je me disais, mais putain, imagine, j'ai un truc qui se passe et je suis dans la mouise, entre guillemets. La trésor, je trouve que c'est le seul truc où j'arrive pas à dormir, moi. Quand j'ai pas de trésor, je suis dans la merde. Tu vois, tu t'imposes des plafonds de verre. Et je pense que c'est aussi important de se les imposer. Ça t'évite de brûler le cash. Mais il faut aussi comprendre que te mettre un peu plus d'argent, si tu as en capacité de te les mettre dans la poche, ça va te donner envie de te lever le matin, d'aller bosser, d'aller générer plus de CA et de faire développer ton activité. Donc, si je récap, donc toi, pour trouver des clients,
tu vas dans des réseaux, tu t'inscris dans des réseaux. Donc souvent, plus j'imagine c'est payant, hein, tu dois mettre des Ouais, abonnements. c'est soit payant, soit c'est par moment non. Quand tu interviens comme speaker, ouais. intervenant, bah, c'est pas payant pour toi. Mais à défaut, oui, mais c'est genre 15 balles, 20 balles. Ah oui, non, c'est Sauf très cher, ouais. certains événements, j'en ai fait un sur Paris au mois de septembre. Je crois que c'était 300 € pour 2 jours. Parce qu'après, tu vois, genre BNI, bon, ça dépend les zones, hein, mais généralement, c'est autour des 2000 € l'année. Ouais, c'est sur l'année. Ouais. Tu prends Jonathan, il est inscrit dans un club business paddle, tu vois, sur Ouais. Paris, je crois qu'il paye 12 000 € l'année. Ouais. Ça Ça donc des dépend fois, il y a des vraiment, clubs ouais. business où c'est quand même c'est un petit investissement. Quand Ah même. oui, totalement. Ouais. Bah, il y en a qui sont très cotés. Hein. Le BNI, c'est assez coté en France. Ils en ont pas mal. Donc, le petit billet sert. Mais bon, tu as déjà des gros cabinets qui sont sur place. C'est compliqué. Moi, je me dis que je suis petit, entre guillemets. Donc, je commence par des petits réseaux. Et les petits réseaux m'apportent 5-10 clients à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est que pour trouver ces clients-là, du coup, donc, tu vas dans ces réseaux et surtout, tu abordes tout de suite l'aspect optimisation fiscale, business, rémunération. C'est comme ça que tu arrives à te différencier, C'est ça. en fait. Ouais. Si tu veux, moi, je rentre directement dans l'échange business avec eux. Et c'est ce qu'ils aiment bien. Et après, quand je les reçois, bah, là, on clarifie tout. On met en place le besoin en détaillant la partie comptable, juridique, fiscale, autre. Ça peut être des tableaux de bord, des livrables sur des montages, etc. Et à partir de là, bah, nous, on vend, comme je l'ai dit, de la réactivité, de la qualité. Donc, il faut la maîtriser quand tu es en croissance. Mais on vend beaucoup cette réactivité, ce qui fait que bah, tu peux pas trop te louper avec un client. Il est toujours satisfait, il t'appelle, il y a une réponse. Tu lui dis dans 3 jours, tu as les éléments, il les a dans 3 jours. Et bah, satisfaction égale recommandation, égale nouveau client, égale croissance. Ouais, ça, c'est vrai qu'après, quand tu commences à avoir, je sais pas, 100, 200, 300 clients, bah, après, le bouche-oreille, automatiquement, ça s'enclenche et tu fais du bon boulot. Mais c'est au départ, surtout, je trouve que c'est dur. Parce qu'au départ, tu peux pas faire le bouche-à-oreille parce que tu n'as pas de clients. Non, mais Donc au départ, c'est du réseau. c'est le réseau, ouais. C'est ce que je dis souvent. Moi, je te prends l'exemple de Paris. Hein. J'ai participé à un événement à Paris. Je suis allé sans aucune intention. J'ai accompagné des potes qui faisaient une intervention là-bas. Il y avait Cécile de Saint-Michel. Il y avait pas mal de personnes connues qui faisaient aussi des interventions. Et une fois arrivé sur place, en fait, il n'y avait pas d'expert comptable. Et il n'y avait que des entrepreneurs. Donc le sujet qui revenait à toutes les postes, toutes les tables, c'était mais j'ai besoin d'un expert comptable, j'ai besoin d'un comptable, etc. Et j'étais le seul. Bah, j'ai fait carton plein. Alors, ça, je trouve que c'est assez rare parce que généralement, je trouve qu'un entrepreneur, il y a quand même du choix, tu vois. Oui. Expert comptable, il y en a beaucoup. En plus, bon, moi, je prône le fait qu'aujourd'hui, un entrepreneur ne choisit pas son expert comptable de façon géographique. Oui. Il peut prendre n'importe quel expert comptable en France parce qu'il n'y a plus cette barrière physique avec les documents comptables. Et du coup, je trouve qu'il faut réussir à se différencier. Toi, concrètement, comment tu arrives à te différencier d'un autre expert comptable? Tu en as plein dans ta génération qui se lancent aussi ex nihilo. Tu as des gros caps, tu as des petits caps, tu as beaucoup de concurrence. Comment tu fais pour être différent? C'est peut-être ma façon d'être avec eux, la façon d'échanger. Je suis assez familier directement, je pose directement j'enlève directement cette barrière qu'il peut y avoir. Je vais imposer le tutoiement, on va rentrer dans l'intimité du client pour comprendre l'ensemble de ses besoins. Moi, le conseil est inclus dans mes honoraires. Donc, j'ai des honoraires un peu plus élevés, mais je l'inclus dedans pour le coup. Tu fais des packs? Tu fais comment? Alors, moi, c'est au forfait en fonction du besoin du client, mais si tu veux, dès que je vais. Tous les honoraires, il y a 100 balles en plus pour le conseil. Ok. Mais vraiment le conseil courant, c'est-à-dire que dès que ça nécessite un livrable derrière, bah là, Tu le factures en plus. On facture. Donc là, les 100 euros, c'est pour t'envoyer un WhatsApp, un vocal. Les échanges qu'il peut y avoir sur le mois. Ok. Vraiment. En fait, si tu veux, aujourd'hui, tu as beaucoup de WhatsApp, des appels qui peuvent durer 15-20 minutes, mais lissés sur un mois, des fois, ça fait 1 heure, 1 heure et demie. Je suis parti du principe, même si c'est pas énorme, mais de mettre 100 euros en plus à chaque fois, bah, ça permet au moins de venir combler ce vide de facturation. Et les clients le prennent aussi pour acquis, parce qu'ils vont t'appeler, te contacter sans avoir de facture supplémentaire. Derrière aussi, nous, on travaille beaucoup pour arranger la situation du client. Donc, réfléchir sur du montage, sur de l'amélioration en termes de fiscalité, sociale, etc. Et ça, ils aiment énormément. Et cet accompagnement, on va dire 360 degrés. Moi, je fais de la data également, donc on a pas mal de tableaux de bord sur Power BI qui sont totalement personnalisés. On s'assoit avec le client et on définit le tableau de bord avec lui selon ses besoins. Nous, on va lui obliger certains indicateurs qui sont essentiels pour son marché. Et ça également, il kiffe. Et ce qui fait que... Et ça, je trouve que... Alors, tu me dis si je me trompe. Hein. Ouais. Mais je trouve que c'est pas forcément très différenciant avec un autre expert comptable parce que tous les experts comptables
propose un peu ça. Mais Tu vois, souvent, quand je parle avec un expert comptable, il me dit bah, moi, je fais du conseil, je fais du premium, je suis proche de mes clients. Donc là, ce que tu me dis, je trouve que ça ressemble un peu aux autres. Et par contre, toi, tu arrives à les signer, ces clients-là. ouais, c'est l'humain qui est derrière, en fait, je pense. Si tu veux, je pense que demain, je mets un directeur de cabinet, la personne vient au bureau, je signe la moitié des clients ou des prospects à venir, je les signe qu'à moitié. Parce qu'aujourd'hui, on vient pour moi, on vient pour l'image qu'on m'a donnée, la reconnaissance qu'on a de moi sur Lyon ou ailleurs. Je suis basé à Lyon, mais j'ai que 40% de clients à Lyon. Ouais, ça valide le fait que le côté Donc, géographique, ça marche ah plus. oui, totalement. Ouais. J'ai beaucoup de clients à Paris, à Nancy, à Mulhouse, à Strasbourg, Bordeaux. C'est pour ça que je suis tout le temps en voyage. C'est que je vais toujours voir mes clients aussi. C'est un engagement, donc que tu sois n'importe où, et je vais passer te voir. 24 heures, je vais faire tous les clients de la zone et voilà. Mais tout repose sur l'humain aussi. Aujourd'hui, on dit je vais voir Sheila. Donc je vais voir Mohamed et c'est lui que je vais voir et c'est lui qui je veux qu'il m'accompagne. Et souvent, tu en as beaucoup qui m'imposent aussi ça, c'est de dire ok, la production, etc., c'est tes équipes, mais si j'ai une question, c'est toi que je vais appeler. Parce que c'est en toi que j'ai confiance, parce que c'est en toi avec qui le feeling est passé, etc. Donc tout repose aussi sur l'humain. Ouais. Et c'est problématique. Parce que le jour où tu vas vouloir te prendre un peu de recul du cabinet pour aller faire du développement et laisser quelqu'un gérer, bah, tu as une chance sur deux de ne pas signer un client potentiellement parce que quand il viendra, il n'échangera pas avec toi, mais avec un commercial ou un directeur de cabinet. Ouais, tout à l'heure, on ira sur la croissance parce que, bon, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais avoir une aussi grande croissance pour pouvoir après derrière délivrer correctement, je trouve qu'il y a un challenge de fou. Donc j'ai plein de questions, savoir comment tu gères ta croissance. Mais j'aimerais là bien encore rester sur la partie acquisition client. Ouais. Est-ce que toi aussi, personnellement, tu avais déjà aussi un réseau déjà qui était établi, qui a permis d'aller aussi vite? Ou non, tu es parti de zéro, un peu comme tout le monde Ouais, non, moi je suis parti de zéro. J'avais un réseau, mais ils sont tous bien en place chez leurs experts comptables. Il y a même des potes que j'ai placés chez d'autres potes experts comptables. Ils restent là-bas parce que tout se passe bien, pas d'intérêt. Mais par contre, ouais, j'ai un très beau réseau français et international. J'ai de la famille qui est internationale dans le foot. Je connais de très beaux noms. On a récupéré de très beaux noms également à Lyon, hein. Des managers de Tony Parker, par exemple. Stylé, carrément. Donc, Tony Parker, c'est moi, je suis un fan. Hein. Il fait 20 ans de basket. Je suis pas encore arrivé à lui, mais c'est en cours. Le jour où je viens sur Lyon, tu peux pas Tony Parker direct. Mais non, c'est en cours. Mais voilà, on a récupéré une partie du management de Tony Parker en client également. Et le réseau d'avant m'a permis simplement de rentrer dans du réseau actuel. D'accord. Tu vois, sur des personnes qui voulaient changer ou qui étaient en phase de création. Et pour moi, le réseau, c'est hyper important pour l'acquisition client. Tu as tout ce qui va être numérique, un peu ads, etc. Je ne connais pas son impact réel sur la profession et autres, hein, mais pour moi, c'est l'humain qui apporte le client. Et là, si tu dois donner un conseil à un jeune comme toi, du coup, tu en as plein dans ta promo, j'imagine, qui se sont lancés. Déjà, avoir ton feedback sur eux, leur ressenti de lancer un cabinet. Donc toi, ça fait quasiment un an que tu as ton cabinet, donc tu as d'autres aussi potes à toi qui ont lancé leur cabinet. Peut-être eux, leur ressenti, comment tu vois la chose, si ils sont contents de l'avoir fait, s'ils regrettent de l'avoir fait, s'ils auraient dû acheter un cabinet. J'aimerais avoir son ressenti là-dessus. Moi, j'échange énormément avec les experts comptables. En plus, tu as ton groupe Expert Comptable 2.0, donc tu en connais beaucoup. On est plusieurs admins dessus, mais j'échange énormément avec des experts comptables. Je pense qu'il y en a 2-3 par jour facile pour parler cabinet, acquisition de clients, gestion de CAB, outils, etc. Sur cette partie acquisition de clients, j'en ai eu pas mal récemment en échange en me disant c'est trop dur d'avoir un client. En fait, ils rencontrent 20 clients, mais ils en signent 2-3 et ils ne comprennent pas pourquoi, ils n'ont pas de retour. Sauf que moi, je suis dans l'optique de le client, il faut que je le close pendant le rendez-vous. C'est ce que je leur dis à tous, hein, c'est arrêter d'envoyer un mail, d'attendre une réponse 10 jours après, d'envoyer une lettre de mission 10 jours après. Enfin, tu sais, ton processus d'acquisition client, il dure 2 mois alors qu'il devrait durer 1 heure. Donc moi, pendant que je suis en rendez-vous, le devis est fait, il est prononcé. S'il est OK, il a le mail dans la seconde. Et dès qu'il part, il a la lettre de mission en signature avec toute la demande de documents qui va avec. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as créé l'outil. Tu as créé un outil là-dessus, non ? C'est ça, ouais. Onboard qui est en cours de finalisation. Il y a la version bêta qui va être dispo à partir de fin février. Et l'objectif, c'est de closer en direct. C'est que tu rentres les données liées au client, que ça puisse te générer ton devis, ta lettre de mission.
Et une fois que c'est fait, ça va te générer ton plan de facturation, la création de ton dossier dans l'outil comptable et un mailing pour tes équipes. Si le client a des salariés, il y a un mail qui part à l'équipe sociale, nouveau client, tant de salariés, les contacts, pour mettre en place l'élément. Là, on attend les API avec Silae pour créer également le dossier dans Silae. Stylé. Ça serait incroyable. Et si tu as une équipe juridique pour une création, pareil, un mail qui part pour ton équipe juridique avec toutes les infos pour les créations, pour le juridique à mettre en œuvre. Et il y aura un dashboard pour suivre ton activité. Donc, chiffre d'affaires par prestat, chiffre d'affaires total, chiffre d'affaires cumulé. Et l'objectif, c'est de suivre en fait ton entrée-sortie client pour pouvoir mieux piloter ta boîte dessus. Stylé. Donc, En plus, tu es connecté aussi avec l'outil comptable, donc genre Penny Lane, Ouais. Time. On va commencer que par Penny Lane parce que je suis Penny Lane. Donc, les API, etc., on a échangé un peu avec l'équipe Penny Lane. On va avoir accès aux API. Après, on va essayer de le mettre sur tous les outils. Donc, Penny Lane va être la phase bêta pour tout le monde. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est un vrai pain pour la profession. Nous, on le voit aussi aujourd'hui quand on a un prospect. Le mec, il te dit OK. Et des fois, au moment où il signe sa lettre de mission, déjà, on lui envoie, nous, des fois, ça peut prendre 2 semaines, t'as raison. Après qu'il signe, tu le relances, à la fin, ça a duré 2 mois, le mec, il est toujours pas là, quoi. Ouais. Alors qu'au moment de la prospection, au moment du call de prospect, il avait dit oui, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que le timing entre les deux, il faut vraiment le réduire. Et si ta solution, ça permet vraiment de le faire au moment du call, je trouve que c'est hyper la smart. solution va permettre d'envoyer le devis pendant le rendez-vous en signature électronique. Donc, dès que c'est validé, il reçoit dans la seconde la lettre de mission avec l'ensemble des prestats qui ont été mentionnés. Dans la seconde également, en signature électronique. Ah, Donc, en fait, si tu veux, il part du bureau. Ouais, c'est déjà tout Si tu as signé. une secrétaire ou une équipe dans le secrétariat, elle peut limite scanner carte d'identité, carte vitale, tous les documents un peu obligatoires pour entamer la mission. Et tu peux, vu que dans Penny Lane, par exemple, le dossier va se créer automatiquement, tu peux déjà lui faire connecter sa banque pendant le premier rendez-vous. Ah, c'est stylé. Tu sais que Penny Lane, ils vont mettre en place la signature électronique. Ouais. Ça serait pratique. Ça serait ultra pratique si on a ça dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous, on veut le mettre avec Usign, DocuSign et Je Signe Expert. Mais on a pas mal de galères avec Je Signe Expert parce que c'est ordinal un peu, ça dépend de l'ordre. Il y a pas mal de demandes à faire pour les API et autres. Mais si on arrive à trouver une solution qui démocratise un peu cette signature pour tout le monde, que ça puisse pas bloquer, si tu es que sur Je Signe Expert et que nous, on te propose Usign, on va pas venir faire chambouler non plus les outils. L'idée, c'est de proposer un max d'éléments, mais sans que ça nous prenne des mois de développement aussi. Il y a déjà un lien pour en savoir plus sur l'outil ou pas ? Non, pas encore. Bon, dès qu'on aura le lien, on le mettra en dans février, la la description. fin février, la version bêta qui... De toute façon, l'épisode, on va sortir en avril. Donc, voilà. On vous mettra le lien en description. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas en flux tendu, on a quand même un peu de marge pour les épisodes. Là, on est en février, début février, on a à peu près 2 mois d'avance. Donc, parfait. Voilà, c'est pour le petit truc pour les personnes qui regardent. Ok, donc tu m'as dit que tu t'échanges beaucoup avec des experts comptables, des jeunes, qui galèrent un peu des fois à avoir des clients ou des bons clients. Ils ont les clients, mais ils n'arrivent pas à les signer. Ils n'ont pas de retour. Et selon toi, c'est pourquoi ? Tu peux être soit trop cher, ou tu n'as pas été assez clair sur l'offre de mission. Et la troisième, et c'est ce qui me fait un peu le plus mal, c'est le manque de confiance dans un cabinet qui vient de se lancer. Et moi, je leur dis, qu'est-ce qui t'interdit de dire que tu as 30 ou 40 clients pour les sécuriser ? Ils ne sont pas au courant. Donc, tu peux très bien mentir sur ton nombre de clients pour signer, parce que venir et dire, tu es mon premier client ou mon troisième client, ça peut aussi marquer un manque de confiance ou de peur de dire, mais tout jeune, tout petit, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Si tu fais 1 million, 2 millions, la société, elle est déjà en pleine croissance. Je viens te voir, il n'y a plus de sujet là-dessus. Mais si je viens te voir dans un tout petit bureau où tu as très peu de clients, tu n'es pas serein quand tu vas en ta mission et qu'on le ressent, ça peut être également problématique. Ouais, c'est vrai. Bon, oui. C'est des retours que j'ai eu de certains clients. Moi, encore aujourd'hui, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent « Mais vous êtes combien dans l'équipe ?» J'ai eu un mail un jour, c'était drôle. On m'a demandé, c'était une franchise, on m'a demandé le nombre de franchises que j'avais, le nombre de collaborateurs que j'avais, le nombre de collaborateurs qui bossaient sur de la franchise que j'avais. On m'a demandé leur année d'expérience, parce que quand ils ont regardé sur Papers, ils ont vu création mars 2024. Et je leur ai répondu, si vous avez confiance, on attaque. Si vous n'avez pas confiance, on n'attaque pas. Mais le détail, vous l'aurez qu'après signature de la lettre de mission.
Bah, c'est pour ça que je trouve que la spécialisation, notamment quand on débute, mais bon, pas que, mais notamment quand on débute, c'est hyper puissant. Ouais. Parce que tu vois, tu prends un cabinet qui est spécialisé sur les franchises, même si ça fait qu'un an d'existence, mais il a déjà une, une légitimité, Ok. tu vois, que tu peux pas avoir quand tu es généraliste. Ouais. Et du coup, tu n'auras pas ce type de questions parce que le mec, il se dira, ok, bah, ses collaborateurs, bah, ils sont spécialisés de façon sur la franchise. Ouais. Donc, il aura plus à cette question de dire, est-ce que lui, il a des collaborateurs qui travaillent avec des franchisés, tu vois. Ouais. Mais la spécialisation, c'est particulier. Moi, Jonathan, il m'en a parlé, je crois, cet été. Il m'en a parlé, c'était bon, je t'aime bien, Jonathan, mais laisse-moi tranquille. On s'est vu à Paris, du coup, en novembre, il me semble. On a discuté un peu, et depuis, ça travaille un peu le cerveau en te disant, il faut que je tape sur un domaine, tout en prenant le max de clients de l'autre côté, mais il faut que je tape sur un domaine pour être reconnu dessus et toucher plus de clientèle. Et ça commence à travailler le cerveau. Parce qu'en fait, là, ce que tu expliquais, je trouve que c'est pertinent parce que c'est vrai que tu as des prospects et tu signes pas. Du coup, tu vas te dire, ok, pourquoi ils signent pas? Et donc, tu as raison, le fait d'être très jeune, la confiance, elle n'est pas là. Donc, tu peux apporter une vraie promesse, mais s'il n'y a pas la confiance, les gens ne vont pas acheter. Souvent, je donne cet exemple, je dis, achète mon service, tu seras millionnaire en 30 jours. La probabilité que tu achètes, elle est extrêmement faible. Ouais. Parce que la promesse, elle est là, elle est très belle, mais le fait que, est-ce que ça va arriver, donc la probabilité de réalisation, tu sais qu'elle est quasiment de zéro. Donc, tu vas pas acheter. Et donc là, la problématique d'un jeune expert comptable, c'est qu'il a une promesse qui peut être belle, mais la probabilité de réalisation que la promesse se réalise, elle est très faible. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est pas d'augmenter la promesse, c'est d'augmenter la probabilité de réalisation. Donc, le fait que son cabinet est capable de réaliser la promesse. Et quand tu te dis spécialisé, et tu arrives un petit peu à augmenter cette probabilité de réalisation en disant ok, parce qu'il est spécialisé, parce qu'il fait que par exemple de la franchise, il va bien traiter mon dossier parce que moi aussi je suis franchisé. Okay. Je peux te poser une question du Ouais. coup, on inverse l'entretien, mais quand tu pars sur de l'aspect, on est d'accord que tu vas créer une offre marketing, un packaging d'offres également en interne sur tout ça, et que tu vas faire que communiquer par le biais des réseaux ou des prospectorats sur cette thématique-là. Ouais. Ok. Non, c'est une question. Donc, tu focalises principalement sur ça. Et quand tu reçois un client qui n'est pas franchise, par exemple, comme tu as cité, à aucun moment tu parles de ça. Tu parles d'un cabinet lambda. Ouais. En fait, moi je considère que tu as le market et tu as le cabinet. Okay. En fait, un expert comptable, il peut faire tout. Oui. D'accord. Oui, ça... Il est formé pour toutes les entreprises. Oui. Donc, quand tu as une entreprise qui t'appelle, tu sais le faire. Peu importe l'entreprise. Moi, ce que je souhaite, c'est pour trouver des clients, pour augmenter du coup le taux de conversion, et déjà aussi pour que tu aies des clients qui viennent vers toi, il faut se différencier. Je trouve que c'est très compliqué. Aujourd'hui, tu as 20 000 experts comptables. Oui. Comment faire pour se différencier des autres? Quand tu es tout seul, quand tu commences tout seul, tu es une personne dans ton cabinet, te différencier par rapport à tous les autres, c'est compliqué. Et du coup, je considère que c'est beaucoup plus facile de d'abord se nicher, pour pouvoir être le meilleur dans ton domaine, plutôt que te battre avec tous les autres cabinets. Et tu vois, moi, quand j'ai monté Euroscale, je me suis dit, pourquoi un client viendrait chez moi plutôt qu'un autre? Je me suis dit, moi, si je suis le meilleur sur les e-commerçants, un e-commerçant, il voudra travailler avec le meilleur cabinet. Ouais. Et je me suis dit, je ne pourrais pas être le meilleur cabinet. Par contre, je peux être le meilleur cabinet des e-commerçants, tu vois. Ouais. Ça, c'est faisable, c'est adapté à ma taille, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que la spécialisation, c'est bien. Par contre, effectivement, tu communiques auprès de ta cible. Moi, c'est les e-commerçants. Par contre, je fais toute activité. Mais je n'ai pas communiqué dessus. Parce que je sais que si je communique sur tout, mon message il sera moins fort. Oui, tu te perds aussi. Tu te perds. Et surtout, le message, il ne passera pas, quoi. Ouais. Non, alors que là, via le bouche à oreille, via le réseau, tu arrives à avoir tout type d'entreprise. Ouais. Plus, grâce à ta com, tu arrives à avoir tes e-commerçants. Tu vois, non, c'est pas faux, parce qu'un jour, j'étais en concurrence pour un médecin, un cabinet de médecins avec un autre cabinet qui, lui, était spécialisé dans les médecins et compagnie. J'ai réussi à les récupérer juste parce que j'étais plus réactif, mais ils envisageaient plutôt d'aller là-bas parce que site internet, on parle que de médecins, des simulateurs que pour des médecins, etc. Ils appréciaient plus, ils étaient plus en confiance avec un cabinet qui parlait que de ça qu'un cabinet qui était un peu généraliste où il pourrait y avoir potentiellement un loupé sur quelque chose qu'on maîtrisait pas du domaine. Ouais, clairement. Et aussi, je trouve que ce qui est pas mal quand tu es spécialisé, c'est que tu connais bien du coup la personne qui va t'appeler. Ouais. Tu vois, le prospect, comme tu l'as étudié, tu sais ses problématiques, tu sais les questions qu'il va te poser. Du coup, tu peux préparer ton call, tu vois. Ok. Et du coup, ton taux de conversion, il est meilleur. Ok, très bien. Donc voilà. Moi, je parle souvent des e-commerçants. Tu vois, je réfléchis à l'entreprise, mais je réfléchis surtout à la personne.
Tu vois. Et moi, un e-commerçant, je sais que généralement, c'est un homme qui a entre 30 et 40 ans. Le mec, il est en reconversion professionnelle. Tu vois, avant, il travaillait dans une boîte, il était plutôt bien payé, et il avait marre voilà, du monde salariat, tu vois. Du coup, il s'est formé sur YouTube. Il a regardé des vidéos avec Yomi Denzel, avec Oussama et tout ça, tu vois. Il s'est acheté une formation à 1 000 euros. Il a suivi sa formation. Il a monté sa boîte au départ en auto-entrepreneur. Il a fait ses 50 000 premiers euros. Au bout de 200 000, il se dit ouais, c'est bon, je peux quitter mon job, je peux mettre à temps plein. C'est quelqu'un qui n'aura pas de salarié parce qu'il ne se sent pas chef d'entreprise, il se sent plutôt entrepreneur. Donc, il va plutôt travailler avec des freelances. Donc, tu vois, la personne qu'elle m'appelle, je sais qui elle est déjà. Ouais, t'as fait ton psy juste avant. C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, mon taux de conversion est 100 fois mieux. Ok, très bien. Donc, moi, je suis convaincu par la spécialisation. Et en 7 mois, je commence à l'être. Ouais. Tu vois, je me dis peut-être qu'il faut aller taper sur quelque chose. Je pense qu'il faut kiffer aussi ce sur quoi tu te spécialises. Oui, bien sûr. Mais on va en rediscuter en off. Non, bien sûr. Bah, moi, l'e-commerce, j'adore ça. J'aime bien les entrepreneurs. Donc là, je parle qu'avec des entrepreneurs. Donc effectivement, il faut aimer l'angle d'attaque que tu suis, quoi. Très bien. Donc voilà, j'ai un petit jeu pour toi. Ouais. Je vais te poser des questions et tu pourras aussi m'en poser. On va chacun tirer des cartes. Allez. Et le but, c'est voilà, d'échanger là-dessus. Ça nous fera des sujets. Ok. Donc, Qui commence et je vais commencer. Je vais lancer le petit jingle. On va faire un petit jingle. Ça s'appelle le pire ou le meilleur. Jingle. Ouf. Ça, c'est pour le monteur. Tu vas voir, il se gave. Allez, je commence. Alors, normalement, c'est aléatoire. Donc, normalement, on mélange. Mais comme on joue pas mal à ce jeu-là, là, j'ai pris plutôt des questions qu'on n'avait pas trop posées. Ou les questions les plus croustillantes, quoi. Ouais. Alors, première question. Combien as-tu gagné pour ton plus gros contrat? Donc, le plus gros contrat que tu as signé, le plus gros client que tu as. Le plus gros client que j'ai, je dois être à 22 000 à l'année. 22 000 à l'année. Et c'est quoi comme activité? E-commerçant. Un e-commerçant? Ouais. Putain, il n'a pas signé chez nous. Très beau e-commerçant, ouais. Les e-commerçants, c'est des... pas les petits, mais nous, on prend que c'est à partir de 500 000. Ouais. Et c'est vrai que notre panier moyen, il est élevé aussi, à peu près à 1 000 euros par mois. Ouais, Donc c'est vrai que c'est des bons dossiers, l'e-commerce. Ouais, avec l'exceptionnel, le plus qui est demandé, des tableaux de bord spécialisés, etc., on monte à 22, ouais. Ouais, c'est un bon... Très, très bon dossier. Vas-y, je te laisse piocher une carte. Si elle ne te convient pas, tu peux changer. Ouais. As-tu déjà fait un compliment faux ou intéressé juste pour obtenir quelque chose? Est-ce que j'ai fait ça? Probablement, hein, mais je ne l'ai pas en tête. Ah ouais? C'est pas trop mon style. T'es sûr? Est-ce que j'ai fait ça? Peut-être pour signer Jonathan, peut-être, je sais pas. Jonathan, si tu nous écoutes, tends bien ton oreille. C'est clair. Non, franchement, de tête, je l'ai pas. Ouais. J'ai pas. T'as déjà fait ça, toi? Moi, ça m'est arrivé pour rentrer dans une niche, tout ce qui est école de formation. D'accord. Il y en a pas mal à Lyon, dont beaucoup sont des connaissances. Et chacun avait un expert comptable, aucun le même, tu vois, vraiment. Et si tu veux, quand je suis parti faire une mini-conférence un jour, ils étaient quasiment tous là. Du coup, tu as tablé là-dessus. J'ai tablé là-dessus. Je connaissais un peu le domaine, j'en avais eu par le passé. Donc, j'ai fait énormément de compliments sur le sujet, disant que je maîtrisais le sujet, blablabla, etc. Aujourd'hui, on en a récupéré 15. Ah oui, effectivement. Et ça, c'est des bonnes rentas, ouais? Ouais, c'est des très bonnes rentas. Ils n'ont pas beaucoup de demandes. Il n'y a pas de TVA. Donc, déjà, tu as une tranquillité sur l'année. Leur seule demande, c'est en fin d'année, le bilan un peu pédagogique à faire, si tu les accompagnes ou pas, et sur des montages à faire quand ils ont une société à côté qui a de la TVA, du coup, à faire ou pas, comment se rémunérer. C'est les seules demandes qu'ils ont. Et du coup, quand je te disais, je commence à envisager de l'aspect, c'est peut-être... Tu penses à ça, ouais, il y a ça et une autre niche potentiellement. Mais, tout à l'heure, on va jouer à un petit jeu, c'est niche ou pas niche. Okay. Je te donnerai des niches, tu me diras si tu investis ou pas. Mais tu vois, ce jour-là, ouais, c'est vrai que l'école, l'organisme de formation, c'est pas mal, ouais. Ils étaient tous là, je me suis dit, on va complimenter le milieu pour essayer de voir si ça rentre. Et bon, ça paye. Alors, petite question. Quel est le plus grand rêve professionnel que tu n'as pas encore réalisé? C'est d'être à l'international. Ah ouais, t'as envie de t'expandre un peu partout? On a un peu parlé en off, mais j'ai beaucoup de demandes au Maghreb avec de très beaux dossiers. Et tu sais, c'est d'origine marocaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais.
et d'être un peu sur la partie Moyen-Orient. Bon, aujourd'hui, on y est par le biais de Dastime avec Samy, mais j'ai bien envie d'être installé sur ces 3 régions parce que j'ai un réseau professionnel qui est installé dans ces 3 régions et qui veulent un interlocuteur unique dans ces 3 régions. Donc, je pense que c'est mon plus gros kiff, ça serait ça. Ok, donc avoir des cabinets Sheila en France, au Ouais. Maroc et à Dubaï. Ouais. Et j'aime voyager, donc ça viendra compléter ça aussi. Mais ouais, c'est mon plus gros kiff, c'est que s'ils sont aux Émirats, bah, c'est le même interlocuteur. S'ils sont au Maghreb, c'est le même interlocuteur. Et en France, ils l'ont déjà. Et ouais, sur les 5 ans à venir, j'aimerais bien, tu vois. Stylé. Ah, tout à l'heure, on parlera de la niche communautaire pour voir ce que tu en penses, parce Ouais. que ça peut être relié, je pense Ok. que c'est intéressant. Vas-y, à toi. Allez. Quelle décision regretteras-tu toujours? Ah, décision. Un jour, j'ai investi dans la crypto. J'ai investi 5 000 euros avec l'entreprise. C'était au tout départ, donc 5 000 euros, c'était beaucoup. Et aujourd'hui, ça vaut plus rien. Et c'est monté, j'avais acheté à 5 centimes. Ok. C'est monté à 25 centimes. Ok. Donc je me suis dit, ouah, trop bien et tout. J'étais trop fier, j'en parlais à tous les collaborateurs. C'est redescendu, ça valait plus rien et j'en parle plus. Donc, Ça vaut toujours plus rien ou ça a repris un peu de non, valeur? ça vaut toujours plus Ouais, rien. Mais ok. j'y crois, moi. Ça fait 4 ans, j'y crois plus. Ok. C'était laquelle des cryptos? Ça s'appelle UCO, ça s'appelle Uneris, c'est une boîte française, une start-up. D'accord. Ils se sont lancés, c'était en 2019, un truc comme ça. Ils Ok. avaient fait un token dont tu pourrais investir. Ils avaient fait la levée de fonds via un token. Ok. Et ils avaient fait un partenariat avec les JO, donc c'était sur 2024. On se dit, ah, avec les JO, ça va exploser et tout. Bon, il ne s'est rien passé. Je vous ne recommande pas d'acheter des UCO. T'aurais essayé au moins. Ouais, c'est clair. Toi, tu as un truc qui te vient à l'esprit? Moi, tu sais, quand Musk parlait d'une crypto, j'ai plus le nom, c'était en 2020, 2021, il me semble. C'est un truc en chien, enfin le chien. Ah oui, le Dodge. Ouais, Un tu sais, truc il comme ça, parlait Dogecoin. à fond et un soir, il devait faire une communication dessus et la veille, j'ai acheté. Je crois que j'avais posé 1000 balles et le lendemain, elle a Ça s'est flopé. écroulé. Ah, faut que t'en parles avec Jérémy, avec mon frère. Il a fait pareil. Et le lendemain, elle a flopé. J'ai dit, bon, j'étais salarié à l'époque. Je dis, bon, Ah, les ok. cryptos, c'est Je suis pas du tout dedans, tu vois. Qui a été le pire client que tu as eu et pourquoi? Est-ce que tu as un client qui était vraiment un mauvais client? Parce qu'on en a des mauvais clients des fois. Le pire, ouais, j'en ai eu un récemment. Bon, je le citerai pas, mais Ouais. c'est dans de la restauration. Très très beau projet lyonnais, mais très très mauvais payeur. Ah ouais. Et en fait, c'est un client qui a des besoins qui sont pas en corrélation avec la réalité. Tu veux des tableaux de bord sans transmettre ni relevé bancaire, ni facture, ni rien Oui, du tout. donc si ta compte n'est pas à jour, c'est mort. Bon, il y a ça. Et très très mauvais payeur. Et c'est mon pire client parce que récemment, je l'ai dégagé. Et récemment, en allant sur Internet, il a fermé toutes ses boîtes pendant qu'il était encore client chez moi. Ah oui. Donc je pense je sais pas comment ni pourquoi, mais il a fait des trucs, je pense, avant. Mais ouais, mais ça m'a ouvert les yeux aussi pour dire qui j'accepte et qui je n'accepte pas. Est-ce que la quantité vaut sur la qualité ou inversement? Et petit à petit, je suis en train de faire un gros tri là pour ceux qui prennent de l'énergie et de la force mentale, c'est pas les meilleurs. Donc j'essaie de me focaliser sur ceux qui ont vraiment un réel besoin, une réelle demande et qui acceptent que ça soit lissé sur le temps et pas immédiatement. Moi, c'est mon cabinet fiscal, c'est un cabinet fiscal spécialisé Ouais. dans la TVA Intracom. Et on a décidé d'avoir des nouveaux clients, mais de ne pas embaucher. Et dès qu'on les foule, on enlève les mauvais clients. Tu vois, on fait vraiment notre 20-80, on le fait chaque année. Et on s'est dit, OK, pour le moment, j'ai pas envie de recruter parce que c'est beaucoup de formation, etc. Et on n'a pas envie d'aller chercher trop de croissance. Là, on veut vraiment chercher la rentabilité. Je trouve que c'est dur de faire croissance et renta. Je trouve que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, on s'est dit, OK, maintenant, c'est notre vache à lait, donc on va chercher vraiment de la renta. Et du coup, on fait ça. On fait notre tri de clients. On prend que les meilleurs clients, ceux qui ont les meilleurs rentas, qui payent et où on a des fortes marges. Et tous les autres, on les enlève pour faire de la place pour les nouveaux. Ouais. Et les nouveaux, des fois, tu te rends compte que c'était pas ce que tu voulais, du coup, tu te dégages aussi. C'est hyper important, ouais. Mais tu sais, quand tu attaques, tu as besoin de remplir un frigo. C'est Oui, la phrase oui. qui ressort tout le temps. Hein. Et tu acceptes. Premier abord, tu vois le projet est magnifique, plein d'ouvertures un peu partout, etc. Mais quand tu t'apprends à connaître l'humain, la personne qui est derrière, tu te dis non, mais Ouais. qui me paye 1000 ou 2000 balles par mois, je m'en Ouais, tu fous ferais pas. royalement. Ça te consomme de l'énergie, de la santé mentale. C'est une chose qui est hyper importante pour moi, tu vois. Quand je rentre, j'aime bien dormir.
de manière apaisée. Ah, je Et te quand comprends. tu as des doutes sur quelque chose ou que ta signature peut poser problème quelque part, tu dors pas de manière apaisée. Tu Non, vois. non, c'est clair. 8 ans d'études sur un domaine et que quand ta signature a une importance incroyable, je veux dormir de manière apaisée. Hyper important. Vas-y, à toi. As-tu déjà perdu des données importantes à cause d'un outil et qu'as-tu fait? Ah. Alors, des données importantes à cause d'un outil, je sais pas. Non, on n'a jamais été trop piraté ou quoi. C'est Ouais. jamais arrivé, je touche du bois. Voilà. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Je sais que ça peut arriver. Déjà qu'on n'a pas internet, on galère à travailler. Donc, j'imagine Ça, que si oui. tes données sont cryptées, c'est vraiment la misère. Non, ça nous est pas trop arrivé. Non, en plus, maintenant, on utilise Penny Lane. Ouais. Donc, c'est eux qui ont toute la. Et après, non, nous, tout est en SaaS. Donc, non, on n'a pas trop eu ça. Ok. T'as déjà eu ça, toi? Pas sur du cabinet. Non. C'était quand je faisais mon mémoire de DSCG, j'avais fait un outil pour les crédits d'impôt recherche. Incroyable outil. Une semaine avant l'oral, il y a un mot de passe qui s'est invité sur Excel. Je ne sais pas d'où, comment. Impossible à débloquer. Du coup, fallait tout refaire. Tout refaire. Oh. J'avais une semaine avant l'oral. La galère. Ouais. Combien gagnes-tu aujourd'hui? Je suis content de pas avoir cette Euh, question. Alors moi, pour l'instant, je suis parti avec une rupture conventionnelle, donc j'ai le chômage. Ok. Donc pour l'instant, sur le cabinet, je ne me tire pas de revenus. Tu t'es mis Et- en SS? Ouais. En SASU? Ouais. Ouais. Bah, après, c'est un choix à faire, mais pour ceux qui se lancent, pour le coup, les jeunes, quand tu te mets en SAS, tu as la CAVEC à hauteur de 4 500 € par an, mais tu n'as pas de cotisation URSSAF comme en SARL en face. Et en SARL, si tu as le chômage en parallèle, on vient te bloquer 30%. On te D'accord. redonne dès que tu as fait ton premier bilan et que France Travail voit qu'il n'y a pas de ligne de rémunération, le PV ne fait plus foi. Donc moi, je me suis mis en SAS. Pour l'instant, je ne me dégage pas de REM. Et à terme, en termes de rémunération, je pense qu'avec le temps investi, etc., quelque chose qui tourne entre 10 et 20 mensuels, c'est ce à quoi je vais viser dans le moyen terme. Ok. C'est pas encore le cas en cabinet, hein, parce que moi, je suis dans une phase d'hypercroissance. Mon objectif, c'est recruter en interne pour pas perdre en qualité. Mais à terme, ouais, c'est d'avoir à minima ça pour répondre aux besoins de vie, aux besoins d'investir, etc., d'aller faire des voyages en famille. Et après, bon, il y a plein d'investissements qui vont arriver autour, etc., qui vont aussi compléter ça. Très bien répondu. Mais oui, c'est vrai, au départ, de toute façon, on investit beaucoup pour Ouais. justement absorber la croissance. On en parlera un peu tout à l'heure. Et donc, tu peux pas faire croissance, investissement et rentabilité. C'est impossible. C'est pas possible. C'est Donc, impossible. Ouais. Ok. Et tu connais la moyenne d'un expert comptable, combien il gagne en moyenne? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Non, je pense que quelqu'un qui a un certain niveau et certaines années d'expérience, je pense que dans les 5-6 000, il les fait facilement. Et après, en fonction de la taille du cabinet, tout dépend. Tu vois, j'ai échangé avec une personne la semaine dernière qui est seule depuis 5-6 ans. Il se met entre 5 et 8 000 par mois. Ça D'accord. dépend des années en fonction des entrées-sorties, etc. En fonction de ta taille de cabinet, plus tu grossis, naturellement, plus tu as de ta REM. Beaucoup investissent dans des structures à côté et ont de la rémunération passive. Mais c'est un bouton qui est vraiment individuel. Tu sais, Hmm. y en a qui vont te dire 5 000 €, c'est très bien pour moi. D'autres 20 000, c'est pas assez. Moi, je dis entre 10 et 20 parce que on a fait 8 ans d'études. Tu souffres pendant 8 ans. Moi, je dis qu'on subit le deck. Et tu sais, quand tu passes les épreuves, dans les textes, c'est écrit que tu as subi les épreuves. Ah oui. Ouais. Donc c'est drôle, mais tu subis ces 8 ans. Et pour rembourser un peu ces 8 ans où tu es enfermé, tu vois personne, tu n'as pas trop de vie active à côté, etc. Le salaire que tu aurais aimé avoir si tu étais salarié, je pense que c'est du 5 000 balles. Tu fais x2 ou x3 pour attraper tes 8 ans. Ouais. Voilà. On a la même vision là-dessus. Mais moi, si j'ai pas fait 8 ans d'études, j'ai réussi à squeezer ça. Dites-nous en commentaire d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, combien vous gagnez si vous êtes expert comptable pour avoir à peu près une moyenne. Je serais intéressé Ouais. de savoir combien. J'ai pas l'impression qu'il y ait de données très chiffrées là-dessus. Après, on a en France, on a du mal à parler REM. Ouais. Surtout, je trouve encore plus pour un expert comptable, je Ouais. trouve ça marrant parce qu'un expert comptable, il parle argent constamment avec son client, mais il parle jamais de lui. Tu vois. Ouais, mais pour être transparent, même sur le chiffre d'affaires, etc., tu as très peu de cabinets qui viennent parler de leur chiffre d'affaires publiquement.
Récemment, Jonathan l'a fait un peu, Rabat l'a fait également par le biais d'une vidéo. Mais pour moi, on n'a pas besoin de se cacher de ça. C'est une croissance, c'est important, on en discute. Ça peut t'ouvrir des portes également. Tu peux te faire racheter, tu peux venir investir dans de nouveaux cabinets. Tu as des gens qui peuvent se lancer, te demander de s'associer avec eux pour accompagner leur croissance également. Pour moi, c'est plus une possibilité d'ouverture vers de l'investissement, de l'acquisition ailleurs, que de dire, bon, j'ai fait 1 million, je le garde pour moi, je le dis à personne, j'ai pas besoin que ça se sache, etc. Mais dans le fond, tu le vois. Un cabinet qui passe de 10 mètres carrés à 200 mètres carrés à 400 mètres carrés, qui passe de 0 à 25 collaborateurs, tu sais très bien qu'il est en phase de croissance et tu sais très bien quel niveau de chiffre d'affaires il fait en fonction de son nombre de salariés, plus ou moins, etc. Donc, non, clairement, ouais. faut démocratiser ça pour permettre en fait, aux jeunes qui se lancent, bon, je dis jeunes, mais j'ai 29 ans, hein, mais ceux qui arrivent et qui sont diplômés, de se lancer, parce que je pense que c'est hyper important. C'est bien d'être salarié un temps, mais c'est bien de se lancer, d'entreprendre. Hier soir, on a mangé avec 6 experts comptables sur Nice. Avant de commencer, c'était je veux me lancer, mais peut-être dans 1 an, 2 ans. Là, c'est pas trop mon objectif. Et à la fin, quand tu échanges avec eux sur la partie juste business, entreprendre, etc., ils te disent je vais peut-être revoir ma stratégie. Je vais peut-être envisager de lancer, de travailler sur ça, mais c'est plus une peur de se lancer dans un vide. On t'apprend à être expert comptable, technique, on ne t'apprend pas à être entrepreneur. C'est-à-dire que tu sais créer des entreprises pour n'importe quelle boîte, mais tu ne sais pas créer la tienne. C'est très inquiétant, en réalité. Ouais. C'est vrai, moi quand je me suis lancé pour créer mon cabinet, tu te posais 1000 questions. Alors que tu te dis, mais ça fait 10 piges que j'accompagne des clients et que je leur explique tout plein de montages. Et quand c'est toi, tu te poses des questions. Tu travailles sur des outils pendant 10 ans, tu connais tous les outils qui existent, tu fais des congrès où tu vois tous les outils. Et quand tu dois choisir ton outil, là, tout d'un coup, tu sais plus. Sur le social, pareil. Bon, moi, j'ai une équipe en social qui est extraordinaire. Je le souligne parce que c'est hyper important. C'est des sous-traitants, mais ils sont... J'ai rarement vu mieux sur le terrain. Ouais. Transparent. Moi, j'ai un rapport d'activité avec tout ce qui a été fait. Tout ce qui est facturé de leur côté, pas facturé. Ça me permet également, avec une ligne, ce que je peux facturer sur Lyon au prix du marché, etc. Donc, moi, ma facturation est faite en amont par eux aussi. Mais quand tu te lances, tu te dis, mais je facture combien une fiche de paye ? Pourtant, tu as fait 10 ans et tu as vu passer les factures du cabinet avec les prix du marché, etc. Tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi on a ce blocage au moment de se lancer. Est-ce que c'est une peur du vide ou de l'inconnu, ou est-ce que c'est je passe d'un salaire qui est confortable et j'arrive à l'entrepreneuriat où j'ai peut-être plus de salaire, pas de clients. On a toujours peur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir des nouveaux clients. Mais en fait, les clients sont là, tu vas rencontrer peut-être 10, 20 personnes. L'objectif, c'est juste de closer. Et si tu closes pas, c'est pas grave. Relance, essaie de comprendre pourquoi. Peut-être que le jour où tu auras un retour en te disant j'ai pas confiance parce que tu es trop petit, etc., tu vas adapter ta démarche auprès d'eux. Mais voilà. Ouais. Moi, je sais pas, je suis un peu surpris aussi quand j'échange avec pas mal d'experts comptables aussi, quasiment au quotidien. Et souvent, les premières questions, c'est quel outil comptable tu utilises ? Et c'est pas comment tu trouves tes clients. Ouais. Alors que l'outil comptable, on s'en fout un peu, tu vois. Alors, d'abord, réfléchis à comment trouver des clients et après, tu verras quel outil comptable tu vas prendre, quoi. Donc, c'est vrai que ça, des fois, je suis un peu surpris des questions qui sont des fois pas trop business et très profession, quoi. Tu as utilisé le bon terme. Ouais. Le terme business, il est hyper important parce que nous, on se définit comme expert comptable réglementé, donc on reste dans une case où limite parler business, c'est être insultant. Ouais, c'est ça. Mais non, en plus, c'est la partie la plus sympa quand même. Moi, si on parle pas de business, il n'y a aucun intérêt. C'est clair. Il faut penser business, il faut penser à toi, il faut penser à comment tu vas te développer. Et derrière, les outils que tu utilises, Penny Lane Time ou n'importe quel outil, tu peux changer assez facilement, tu vois, c'est pas le plus compliqué. Je vais te poser une dernière question, après on va passer à une autre section. Je vais essayer de trouver un bon truc quand même. Mais un truc pas trop... un truc plutôt positif. J'en ai un, c'est genre, as-tu déjà été trahi par quelqu'un dans la profession ? Mais bon, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Quel est le projet qui te rend le plus fier aujourd'hui ? C'est mon cabinet, clairement. Ouais. Ouais, c'est mon cabinet. Alors, à part le cabinet, alors, ce serait effectivement logique. Personnellement, si on part de tout, pas que business. Ouais, est-ce que tu veux ? C'est perso, c'est ma vie de famille. Ouais, c'est ma femme, mes enfants. Alors pro, alors. Désolé, à chaque fois je t'oriente sur ton truc. Ouais, non, ça me va. Mis à part le cabinet, là, pour le coup, c'est Onboard, le projet qu'on est en train de lancer pour l'onboarding client. Parce que je pense qu'on va gagner un temps incroyable. Je pense que c'est un super SaaS, qui va être utile à tout le monde.
On me pose plein de questions, mais comment tu vas le commercialiser, etc. Je dis, mais j'en ai aucune idée. La version bêta va me permettre de savoir comment je vais le commercialiser. Est-ce Quel que tu retour. réponds à un besoin? Donc après, ça va se vendre. C'est ça. Faut voir comment le vendre, effectivement. Mais il y a C'est déjà vraiment le besoin. besoin donc, qu'il y a derrière, c'est que tu échanges avec tout le monde. J'en ai marre de faire des lettres de mission, j'en ai marre de faire ceci, cela. Mon acceptation de mission, j'en ai marre. Bah ok, bon, on va tout mettre sur une plateforme et à la fin, tu vas sortir ce que tu fais en 10, 15 jours ou 2 mois, comme on a dit tout à l'heure. Bah, là, tu vas le faire peut-être en 1 heure ou 2. Et ça, c'est une fierté, mais ça le sera vraiment quand il sera opérationnel à 100%. Aujourd'hui, on est sur la finalisation de l'outil. Il y aura la version bêta qui va nous permettre de le tester. On va le mettre à disposition de plein de cabinets gratuitement, juste pour l'essayer, avoir tous les retours expérience utilisateurs dessus. Et une fois qu'il est opérationnel, moi, mon objectif, c'est de pouvoir le présenter au congrès. Ouais. Après, ça, tu as raison, parce que je trouve que quand tu vends quelque chose à la profession, c'est un tout petit milieu. Donc, il faut que le bouche-oreille il va vite dans les deux sens. Ouais. Si tu es éclaté, je trouve que tu n'as qu'une seule chance, en fait, avec la profession. Ouais. C'est pour ça que je me donne le plus de temps possible. J'ai fait la publication exprès pour savoir qui pouvait être intéressé et pouvoir leur dire, en fait, je vous le mets à disposition gratuitement. Essayez-le. Faites les retours que vous avez à faire. Rovscalis, on est intéressé. Voilà. Avec grand plaisir, mais tu le sais pas encore, mais que ça soit toi ou Joe, vous étiez déjà sur la liste. mais voilà, on a 6-7 mois pour l'essayer avant le congrès, adapter, faire les trucs. Et une fois qu'il est opérationnel, là, on peut le présenter, là, on peut le vendre, le commercialiser. Et on peut trouver 1000 façons de le commercialiser, tu vois, parce que je pense en fonction de la taille cabinet, en fonction du nombre d'utilisateurs, de personnes, il y a plusieurs choses à faire, mais ça sera un vrai kiff quand il sera abouti. Et moi, j'ai fait pareil avec mon accompagnement aussi. On propose l'accompagnement pour les experts comptables, pour les former à faire du market et à trouver des clients. Et je me suis dit, ok, j'ai qu'une seule chance, faut pas que je me plante. Si j'accompagne un expert comptable qui n'est pas content, il va le dire à tout le monde. Donc j'ai envie de faire un truc hyper quali. Et donc je passe tout mon temps là-dessus en me disant, ok, mon seul objectif, c'est que le client il soit content, parce que je sais qu'il va me recommander, parce que j'ai pas d'autre choix. Et je pense que dans la profession, la confiance, elle est essentielle, quoi, pour n'importe quel business. Tu te loupes une fois, c'est fini. Ouais, c'est ça. Et je prends aussi la haie. Je me dis, ils ont fait une connerie de fou, parce que là, ils vont gagner encore un peu d'argent parce qu'ils sont le seul sur le marché. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui va les concurrencer, comme ils n'ont plus la confiance, c'est fini. Je pense qu'ils ont tué leur business avant de commencer. Ouais. Très mauvais communicant, mis en place au mauvais moment, juste avant le congrès. Ouais, mais surtout la confiance, tu l'as cassée pour 10 générations. T'as beau revenir sur tes prix, tu mort. as fait un sale coup à un moment donné, et on s'attendra toujours à un sale coup, tu vois. Ah, c'est clair. Donc ça, je suis d'accord avec toi. On va passer à une nouvelle section, un nouveau jeu. On va faire niche ou pas niche. Je vais te challenger là-dessus. C'est parti, niche ou pas niche. Alors, on a des super jingles ici. Du coup, je vais te donner des niches. Et tu me dis si pour toi, alors, pour toi ou pour un expert comptable qui se lance, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Ok. Donc, tu vois, tu as des pièges. Des fois, il y a des niches qui sont pas top et tu verras si tu arrives à les déceler ou pas. Est-ce que si un expert comptable se lance sur la niche du vin, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Donc le vin, pour être bien précis, c'est accompagner peut-être des vignobles, ça pourrait être des négociants, des gens qui font de l'import-export, qui font du stockage, qui font du transport. Donc il y a toute une économie autour du vin Je pense et de que l'alcool. oui, parce que je viens d'Avignon et qu'il y avait des cabinets qui étaient un peu spécialisés dans le domaine pas très loin. Je pense aussi que c'est une bonne idée. Il y a tout un univers là-dessus. J'ai hésité, mais en fait, il y a de la quantité. En nombre de dossiers, c'est jouable. Et je me suis remis un peu dans le passé. Il y avait des cabinets qui faisaient principalement que ça, qui accompagnaient sur toute la partie compta, mais aussi sur la partie export, sur la stratégie à mettre en place, sur les coûts et autres. Donc je pense qu'il y a un vrai terrain là-dessus. Sur les galeries d'art. À mon sens, non. Mais j'ai pas de recul là-dessus. Mais à mon sens, non, je pense qu'il n'y a pas énormément, il y en a pas énormément pour aller taper sur cette niche-là. Ouais. Je pense si tu es tout seul dans ton câble et que tu es intéressé par le sujet, que tu vois, tu es passionné par l'art, je pense que ça peut être une bonne idée parce que ça peut après t'ouvrir peut-être les musées, peut-être après les théâtres. Tu peux après dans ce milieu-là, les mondes artistiques. Mais
Mais donc ouais, je pense que ça peut être une bonne idée si tu es tout seul au départ. Ok. C'est effectivement extrêmement niché. Je sais pas combien il y en a en France, peut-être, je sais pas, peut-être 1000, 1500, Ok. j'en sais rien. Et donc, comme c'est très petit, je pense que c'est quand même adapté à un jeune expert comptable. Par contre, il faut avoir un bon réseau, parce que je pense que c'est quand même beaucoup par réseau, là. Bah, moi, je me dis ça, je pense que c'est principalement des grosses têtes, entre guillemets, un peu très connues dans le monde et autres, et qu'ils ont déjà l'expert comptable de luxe, entre guillemets, qui est basé quelque part en France ou au Luxembourg ou en Suisse, et qui les accompagne sur ce domaine, tu vois. Ouais. Bah, alors ça, je me suis dit la même chose avec Eurofiscalis pour la TVA. Tu vois, des fois, je me suis dit, bon, on est expert en TVA international, donc on va plutôt travailler des grosses boîtes, tu vois. Je me suis dit, bon, ils sont déjà accompagnés, ces gens-là, ils ont soit des experts comptables, des Ouais. commissaires aux comptes ou des avocats fiscalistes. Je me suis dit, je vais pas trouver un seul client. Et bon, finalement, c'est plutôt les grosses boîtes qui seront les moins bien accompagnées, tu vois. Ok, Donc, d'accord. tu vois, on a signé Alcatel, c'est Oui. 440. Ouais. Tu te dis, bah, comment Alcatel peut appeler Eurofiscalis pour traiter la TVA, tu vois? Bah, si, ils ont besoin d'un spécialiste parce qu'en interne, ils n'ont pas les compétences, parce Ok. qu'ils ont leur expert comptable, ils comprennent rien, tu vois. Et du coup, ils vont chercher le mec spécialisé dans Oui. un truc très précis. Et donc, finalement, c'était plus facile de rentrer dans les grosses boîtes que dans les petites. Ok, intéressant. Donc, non, je pense que les galeries, ça peut être une bonne idée. Euh, un cabinet spécialisé dans tout ce qui est halal. Je crois pas que ça se fasse, mais on a eu cette discussion en plus il y a pas longtemps. Moi, je pense que c'est jouable, mais l'approche communication, il doit être très très bien fait. Ouais. Parce que ça, là c'est plus communautaire, tu vois. Euh, mais est-ce que ça attirerait des clients, etc. Je pense que oui. Mais c'est très vague, hein, parce que si tu fais une spécialisation un peu halal, il y a une éthique derrière, donc sur la typologie de Ouais. clients, sur ce qui est vendu également en face, hein. Je te prends un exemple. Si on pousse la réflexion beaucoup plus loin, un restaurant qui ferait du halal, par exemple, s'ils vendent de l'alcool, éthiquement, tes honoraires, enfin, tu dois calculer le pourcentage d'alcool, qui n'est pas du coup halal éthique, que ça représente par rapport au chiffre d'affaires. Et dans tes honoraires, tu dois retirer cette quote-part en fait, de pourcentage qui est de 2%, je dis n'importe quoi, et que tu dois reverser à des associations caritatives. Donc, si tu es une spé halal, à mon sens, tu dois avoir l'éthique à 100% au fond. Ouais, tu peux pas le faire à 80%, quoi. Ouais, tu peux pas dire juste je fais des magasins halal d'alimentaire ou autre. Pour moi, tu fais un cabinet éthique avant qu'il soit halal, tu vois. Vraiment. Et ça fait partie du coup du deuxième sujet de spé sur lequel je songe. Il y a énormément de demandes sur le sujet, pas du halal, mais d'avoir un accompagnement éthique, de chercher des financements qui répondent à certaines obligations religieuses, par exemple. C'est le riba, ça? Ouais, c'est ça, Le ouais, riba, les ouais. intérêts. Mais c'est pas que les intérêts, le riba, par exemple. Enfin, la riba, comme on dit, c'est tout ce qui va aussi autour. Vraiment, je te prends le cas des LOA, LLD, quand il y a un intermédiaire bancaire. Dans les faits, tu n'as pas d'intérêt. C'est une commission que tu as sur ton contrat, etc. Mais dans les règles religieuses, c'est considéré par un intermédiaire bancaire, donc c'est ce qu'on appelle ribaoui, donc à délaisser. Également, une entreprise est sujette à ce qu'on appelle la zakat. C'est-à-dire qu'une entreprise doit payer un impôt qui est de 2,5% sur un ensemble de calculs qui est fait entre tes créances, ton passif, ton actif, etc., qui dépasse ce qu'on appelle le NISAB, donc un minimum qui est de 7000 et quelques cette année. Si tu es au-dessus, tu dois reverser le montant qui est au-dessus à hauteur de 2,5 si tu es en lunaire. C'est un peu rare parce que les bilans ne sont pas adaptés à ça. Ou en solaire, c'est un peu plus cher, c'est 2,779, quelque chose comme ça. Et tu reverses sous forme de dons en fait, à des œuvres caritatives. Et c'est un impôt en fait, éthique. C'est pour ça que quand tu me dis halal, oui, mais à 100%. Ouais. Donc il faut inclure la notion de finance islamique qui est répandue en France, hein. Il y a pas mal de bons noms dans le domaine. Il y a pas mal de littérature là-dessus également qui sont faits. Par des économistes, qui soient de religion ou de confession musulmane ou pas, mais des économistes très reconnus dans le domaine. Et pour moi, si c'était amené à être fait, je ne me spécialise pas en halal, je me spécialise en finance islamique éthique. Le terme, il s'utilise comme tu veux, mais c'est plutôt sur ce domaine-là Ouais, c'est une vraie niche aussi, ouais. c'est une vraie niche, et à mon sens, elle peut ne pas être communautaire également. Tu vois, moi j'ai des clients qui sont d'aucune confession et qui ne veulent pas de financement.
par exemple, ou du financement sans qu'il y ait des intérêts, parce que pour eux, les intérêts, ça représente un gros coût sur une certaine période. Ils recherchent des financements alternatifs. Donc, tu travailles sur des solutions alternatives. Et je ne veux pas m'avancer dans ça parce que je n'ai pas le bagage sur le domaine. J'ai un peu de théorie sur 2-3 trucs. Mais ça nécessite des études. Tu as des personnes qui ont fait X années d'études, qui se spécialisent encore et encore. Et voilà. C'est un créneau à voir, mais faut avoir un background qui soit énorme. Mais je pense que c'est une vraie niche très différenciante. Je pense qu'il y a un énorme marché. Moi, j'ai 2 copains qui sont très pratiquants. Ils ont des boîtes, sont entrepreneurs. Et ils ont ce problème-là. La riba, ils ont le problème aussi de... ils ont quand même pas mal de sujets, en tout cas. Ouais, c'est ça, de contraintes. Il faut trouver des solutions, quoi. Il y en a beaucoup. Hein. En fait, les solutions existent. C'est juste qu'on n'est pas sachant sur le domaine. En se formant, alors il y a un Master MBA qui est à Paris qui te spécialise dans ça, qui te donne au moins les bases. Tu as de plus en plus d'experts comptables qui le font. C'est 1 an sur Paname. Et pour moi, si tu veux te spécialiser dans cette niche-là, tu dois faire ce master-là. Tu dois rentrer dans le réseau des personnes qui sont dans ce domaine-là. Et une fois que tu as ça, c'est une belle opportunité. Ça va être intéressant parce que j'ai plusieurs experts comptables qui m'ont posé la question de savoir si c'était une bonne niche ou pas. Alors moi, je ne connais pas bien le sujet, mais je pense qu'effectivement, il y a... De toute façon, tout ce qui est valeur, je pense que c'est hyper puissant. Et je pense qu'on va de plus en plus à choisir le fournisseur, le partenaire avec qui on travaille en fonction des valeurs. Pas forcément de façon économique comme avant. Avant, c'était vraiment que business, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on choisit aussi en fonction des valeurs. Tu vois, il y en a, ça sera peut-être plus sur l'environnement et d'autres peut-être plus sur leur religion, tu vois. Et j'en suis persuadé qu'on va vers ça, en tout cas. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais pour répondre à la question initiale, on peut faire du halal, mais il faut qu'on soit éthique à 100%. Vraiment. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de se nicher sur les professions libérales ? Au sens large, du coup ? Ouais, au sens large. Oui. Ouais, totalement. Ils ont tous la même problématique. Alors, la seule grosse problématique quand c'est libéral, c'est que tu as plein de caisses de retraite complémentaires qui sont diverses et variées, mais le fonctionnement est le même. Tu en as un qui le fait très bien en ce moment, Karim Ben Safi, sur les avocats. Et ensuite, tous ceux qui sont sur le... Moi, j'ai bossé dans un cabinet où on ne faisait que des pharma également, tu vois. Donc, elle est magnifique, cette niche-là. Ouais, je pense que c'est une bonne niche en fonction effectivement de la taille du cabinet. Parce que profession libérale, je trouve ça large quand même. Très large. Et donc quand on commence, parce qu'il y en a qui me posent la question, quand ils commencent, ils sont tout seuls, ils veulent faire profession libérale, je trouve que c'est trop large quand tu commences tout seul, tu vois. Par contre, quand tu as un cabinet structuré, je pense que tu peux y aller sans problème. Et par contre, si tu es tout seul, effectivement, tu peux te spécialiser dans les professions libérales, mais peut-être encore plus précis sur, effectivement, tu prends Karim sur les avocats, je pense que il fait un carton. Mais il y a plein de professions libérales sur lesquelles tu peux encore plus te nicher et apporter vraiment du conseil précis pour être le meilleur dans la niche, l'ultra niche que tu auras définie. Mais pour toi, si tu as 15 clients dans un domaine, est-ce que c'est un début de niche ou pas ? En fait, pour moi, la spécialisation, c'est du marketing. Mais est-ce que si tu commences à avoir des clients dans un domaine en particulier... Est-ce que tu es spécialiste ? Non, pas spécialiste, mais est-ce que tu commences à te nicher ou tu dois te poser la question ? Je pense que c'est intéressant d'évaluer son portefeuille pour comprendre là où tu as une belle rentabilité, les clients que tu apprécies, tu vois, avec qui tu as envie d'aller au resto, avec qui tu as envie de parler. Est-ce que le sujet t'intéresse ? Parce qu'après, il va falloir se renseigner, se former, comprendre les outils, les personnalités. Donc, c'est effectivement intéressant de comprendre son portefeuille et là où on a envie d'aller, tu vois. Et par contre, des fois, moi, j'en ai, par exemple, des experts comptables que j'accompagne qui ont un cabinet généraliste. Ils ont, je sais pas moi, peut-être 50 entreprises dans le BTP. Mais ils n'ont pas envie d'aller sur une spécialisation BTP parce que c'est pas un sujet qui les intéresse. Et pourtant, leur portefeuille, il y a une grosse partie là-dessus, tu vois. Donc, c'est intéressant d'analyser son portefeuille, mais il faut surtout aller là où il y a de la croissance, marché en croissance, où il y a beaucoup de complexité. Ça vaut le coup de passer par un spécialiste plutôt qu'un généraliste, où c'est facile de les cibler et où ils ont le pouvoir d'achat. Nous, on a fait l'erreur d'accompagner des e-commerçants qui commençaient. Il n'y a pas d'argent à se faire, en fait. Donc tu passes beaucoup de temps,
Le mec, il te parle de truc, il veut monter une boîte à Dubaï, en Irlande, aux États-Unis, il fait 20 000 euros. Il n'y a pas Ça de te coûte sens. plus cher d'honoraires que de. Ouais, non, il n'y a pas de sens. Ouais, je suis Ouais. totalement d'accord avec Et toi. donc, je pense que quand tu sélectionnes ces 4 critères, que tu analyses ton portefeuille, que tu regardes tes passions, que tu regardes. Et bah là, tu arrives à trouver une niche intéressante, tu vois. Mais il faut faire un travail quand même, parce qu'après, toute ta strate de market, elle est liée à cette niche-là, donc il faut quand même bien préparer le terrain et regarder ce qui te plaît, quoi. Ok, très bien, très clair. Donc, ouais. Une niche sur l'économie circulaire. Oui, ouais. J'en entendais déjà parler quand je passais mon DCG, DSCG à l'époque, que les cabinets envisageaient potentiellement d'aller sur ce terrain-là. Et je pense que, ouais, il y a à faire. Ouais, je pense aussi, c'est encore une fois, c'est lié aux valeurs. Et donc, une boîte qui est dans l'économie circulaire, elle va vouloir travailler avec un cabinet qui est sur le RSE, qui est sur oui. l'environnement, qui est... Clairement. Là, là, vraiment, c'est une question de valeur pure. C'est clair. Par moment, c'est business, mais là, c'est vraiment valeur. Là, on accompagne une expert comptable qui fait ça. Ok. C'est trop rigolo. On organise ici, du coup, une journée immersive avec nos membres, tu vois, avec les experts comptables. Et elle est sur Paris. Et du coup, on lui dit, tu prends ton avion, tu viens et tout. Elle me dit, bah non, je peux pas prendre l'avion. Du coup, ah merde, c'est vrai. Du coup, donc, il faut trouver une autre solution, tu vois. Le train. Ouais. Mais du coup, c'était marrant parce que nous, dans notre tête, c'était normal. À milieu de ça, tu vois. Ouais, bah oui, normal. Hein. Et donc, ça montre encore une fois que je pense qu'une boîte qui a des valeurs fortes, elle va vouloir travailler avec un expert comptable qui a des valeurs fortes. Ouais. Elle va pas vouloir travailler avec Eurofiscalis, par exemple, qui, nous, on n'est pas sur l'environnement, tu vois. Donc, je trouve ça tellement logique, en fait. Tu vois. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on doit inclure cet aspect valeur de plus en plus dans le business. Les freelances. Oui, ouais, totalement. Totalement. Bah, je crois que y a un cabinet qui a commencé à le faire sur Paris, Cantou, Khalil. Je pense que ouais, il y a quelque chose à faire là-dessus. Sur la structuration au démarrage, sur l'évolution, sur des montages à proposer après, etc. Ouais. Et là, c'est même plus une question de valeur pour le coup. Là, c'est vraiment business avec des offres un peu adaptées à chaque typologie, chaque step en fait de croissance du freelance. Mais ouais. Ouais. Moi, je suis assez mitigé. Je sais pas trop parce que je connais pas trop le domaine. Okay. Mais je trouve qu'il y a pas mal de cabinets en ligne. Tu as Number, avec l'expertcomptable.com, Doux, et compagnie. Coeobis, tout ça, ils sont déjà sur ce créneau-là. Ouais. Et ils sont vraiment low cost. Ouais. Et je trouve que ça dur d'aller concurrencer ça. Mais effectivement, je pense que le marché est tellement grand, il est surtout en croissance. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même de la place, mais je pense que c'est un challenge costaud. Ouais, mais en fait, tous les cabinets en ligne, ils vont tous chez eux et au bout d'un an, on les récupère parce que finalement, ça leur coûte plus cher parce qu'une demande est facturée en plus à chaque fois, etc. Et tout à l'heure, je suis arrivé légèrement en retard parce que je suis avec un freelance qui est dans un cabinet en ligne et en fait, qui au début faisait attention aux honoraires et qui maintenant s'en fout. En fait, il est en train de cartonner. Il a réussi à avoir plein de contrats et compagnie. Et il veut simplement être structuré, avoir un accompagnement, avoir des réponses. Avoir des conseils. Voilà. Et le mec me dit, avec du recul, j'aimerais avoir un cabinet qui ait plusieurs offres. Quand tu débutes, tu sais, en auto, une offre vraiment adaptée à ça. Ce que a fait un peu Karim avec les avocats, pour le coup. Dès que je me lance en société, une offre adaptée. Et s'il doit me structurer, m'organiser avec un montage un peu plus complexe, etc., avoir aussi une offre liée à ça. Ah, je comprends. Donc, je pense que il y a une vraie niche à faire là-dessus. Mais après, freelance, ça veut tout et rien dire aussi. Tu as plein d'activités. Faut voir sur quel domaine tu vas. Mais ils ont tous le même fonctionnement. Hein. Une facture dans le mois de vente, parce qu'ils ont généralement qu'un client. Pas beaucoup de dépenses. Un gros cash, ils savent pas quoi en faire. Ils sont en SAS, ils se mettent des dividendes. Ils n'ont aucune protection, on n'est rien du tout. Donc là, je pense que c'est vraiment l'offre doit inclure du conseil style Atom 8. Ouais. Tu vois, là, Olivier Sanchez, un vrai accompagnement sur qu'est-ce que tu fais du restant de la société. Qu'est-ce que tu penses des cabinets en ligne, ou même il y a d'autres cabinets qui sous-traitent Amada ou des choses comme ça? Je trouve que c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a deux choses. Cabinets en ligne, il ne faut pas leur cracher dessus. C'est une économie. Ils font aussi leur job sur certains éléments. Alors, moi, je trouve qu'ils ont... Encore une fois, le marché, il est grand. Il est tellement vaste, ouais. Et il y a des entreprises qui veulent payer moins cher. Il y a du low cost et c'est logique, en fait. Ils prennent ce segment-là. Ouais, totalement. Tu vois, mais sur les cabinets en ligne, moi, j'ai rien contre ça. La seule chose qui me dérange, c'est que tu as des clients
qui sont laissés un peu à l'abandon par moment, etc., où il n'y a plus de réponse pendant longtemps, il y a des petits risques, il y a certaines choses qui sont faites n'importe comment quand tu récupères le dossier. En même temps, quand tu prends Countastar, ils font une compte à 12,50 €. 9,90 9,90 la pub €. de ce matin, ouais. Ouais, 9,90. Bon, tu peux pas forcer, tu peux pas faire Non, de conseils, c'est pas possible. non, tu peux ni avoir conseil, ni de la qualité dans ce que tu vends, mais tu te poses aussi la question de dire on est un métier réglementé. Donc, à minima, il faut qu'on fasse les choses. Tu sais comment ils font? À chaque fois, je me pose la question, Je sais j'ai pas. jamais de réponse. Je sais pas comment ils font. Je ne sais absolument pas. Et Si vous êtes Keobis, Countastar, tout écrivez-nous, ça, échangeons, mettez un hein. petit commentaire, passez dans le podcast, on a plein de questions pour comprendre. Mais ouais, et après, tu as la partie sous-traitance. Je pense qu'il peut être de qualité si vraiment tu t'organises avec ton sous-traitant, qui peut être à Mada, au Maghreb ou n'importe où. Il y a plein de conditions à respecter, hein. Il faut que l'expert soit inscrit en France, etc. Mais je pense que tu peux avoir de la sous-traitance de qualité. Une équipe de qualité que tu construis, que tu formes. Moi, j'étais dans un cabinet spécialisé en pharma qui était à Mada, en sous-traitance. Une fois dans l'année, on allait là-bas, il y avait de la formation qui était faite, il y avait un relationnel humain hyper important. Et voilà. Quand tu regardes ce qui se fait aux États-Unis, ils ont pas mal d'avance sur nous. La plupart des cabinets, ils sous-traitent aux Philippines, Ok. c'est rare en fait qu'il y ait des cabinets qui fassent le travail vraiment aux États-Unis. Beaucoup est sous-traité aux Philippines et les cabinets apportent le conseil et les petites mains font les sous-traités quoi. Donc je pense qu'on va quand même vers ça. Parce que les États-Unis, s'ils le font, c'est que nous, on va le faire un jour ou l'autre. Mais il y a eu un débat un jour sur LinkedIn en disant sur la partie production pure, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir des comptables qui seraient potentiellement pas inscrits à l'ordre, hein, mais que nous, on ait l'obligation d'avoir la révision et la production finale. Parce que les petites mains, aujourd'hui, il y a un marché qui est saturé sur le recrutement, on a du mal à recruter, etc. Mais il y a de la main-d'œuvre existante qui peut être en prestataire. Et beaucoup de cabinets, j'abuse peut-être sur le beaucoup, mais tu as pas mal de cabinets qui sous-traitent dans plein de pays où l'expert comptable n'est pas du tout inscrit à l'ordre, il n'y a pas d'obligation d'être inscrit. Je te prends le cas du Maroc, tu n'as pas d'obligation d'être inscrit à l'ordre. Ce qui fait que je crois que tu as 800 experts comptables en tout, mais tu as je ne sais pas combien de comptables. À Marrakech, il y a 17 experts comptables. Pourtant, c'est une ville incroyable. À Casablanca, tu en as, je crois, 80. Tu montes dans le nord, à Tanger, tu en as 4 inscrits. Hein. Donc, tu te dis, OK, mais alors qu'il y a beaucoup de sous-traitance qui est faite. Donc, tu te dis peut-être que cette petite main de production, simplement production, on ne rentre pas dans de la fiscalité au pire, etc., elle pourra peut-être à terme être faite par des prestataires qui viendraient soulager les cabinets, mais on garde la main, le plein pouvoir sur tout ce qui va être fiscalité et réglementaire derrière avec la signature à poser. À voir. Pour moi, si c'est bien fait, ça me dérange pas, tu vois. Mais il y a tout un aspect, c'est pas juste on envoie 300 dossiers, il y a 2 humains derrière les 300 dossiers, ils sont sous l'eau, ils produisent, ils n'ont aucune information, aucune formation sur la thématique, et c'est juste un gain de coût. Ça, je suis pas trop fan. Faut vraiment on répond à une obligation client aussi, tu vois. Donc, faut aussi respecter le client et lui donner un livrable de qualité. Sinon, je t'envoie vers 12 et compagnie et tu as la même qualité de service. Non, franchement, je suis aligné avec ce que tu dis. Bon, parfait, ça t'a plu comme petit jeu? Ouais, très bien. Très bien. Est-ce qu'on a un peu de temps encore? Quelle heure il est? On a un petit peu de temps. Ouais. J'aimerais bien parler sur la croissance. Du coup, donc on a vraiment parlé acquisition client, niche et tout. Donc c'était vraiment top. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, si vous appréciez le sujet ou pas. C'est mon sujet favori. Donc, Ils n'ont pas le choix. Si vous avez des questions pour Mohamed, franchement, mettez un petit commentaire. N'hésitez pas, écrivez-moi sur LinkedIn si besoin. Je mettrai tous les liens tous les liens en commentaire. Donc LinkedIn et ton site web. Ouais. Là, j'aimerais parler sur comment absorber la croissance. Parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Donc, j'ai bien compris que tu as réussi, grâce à ton réseau, à avoir plein de clients. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, il faut les traiter. Ouais. C'est ça le cœur du métier. Comment ça s'est passé? Parce que tu as recruté 8 personnes, c'est ça, en 8 mois? Ouais, on est 5 et 3 qui arrivent semaine pro. Donc février, il y a 3 nouvelles personnes. Comment faire pour trouver des collaborateurs? Comment faire pour les intégrer, pour les former, pour plein de questions. Comment faire pour les intégrer? Moi, j'ai commencé avec 0 dossier. Comme je t'ai dit, j'ai fait de la sous-traitance pendant 2 mois et demi, 3 mois. Mais j'ai directement pris une collab en CDI. J'ai injecté des fonds perso pour financer les salaires, etc. Pour aller chercher du client et ne pas avoir à gérer à la fois la sous-traitance qui me prenait du temps,
et à la fois gérer la production du cabinet pour lequel j'aurais pas le temps de le faire, ou peut-être le week-end, mais j'en avais pas envie. Donc j'ai pris directement une collaboratrice qui a pu absorber tous les nouveaux dossiers. Donc directement après, une deuxième collab en alternance. Tu fais comment pour les trouver? Tu passes par un cabinet de recrutement? Tu fais Non, comment? les premiers, non, c'était vraiment mon réseau perso. C'est Ok. des gens que j'ai Toi, t'as formés. vraiment un bon réseau. Enfin, franchement, il faut que je m'associe avec toi. Parce que... Non, les 2 premiers collabs, c'est des personnes avec qui j'ai bossé entre 2 et 4 ans, qui voulaient partir du cabinet où ils étaient, etc. Et au moment où moi j'ai attaqué, ils étaient partis depuis quelques mois déjà, ce qui fait que je les ai direct récupérés. Donc il n'y avait pas de formation. D'accord. Parce qu'ils connaissaient ma manière de bosser, ils connaissaient mes attentes, les process étaient les mêmes, etc. Parce que dans les cabinets où j'étais avant, j'avais cette liberté de mettre en place mes process, de faire ce que je voulais un peu. Donc c'était hyper intéressant. Ensuite, j'ai recruté une assistante et un juriste l'été 2024. Là, gros flop. Du coup, nouvelle recrue, mais tu bases ça sur de la confiance, sur des recommandations qu'il y a eu, etc. Mais gros flop parce que moi, je suis quelqu'un qui bosse à la confiance. Je suis quelqu'un qui, dès que je te forme, dès que je te donne tout, j'ai pas besoin d'être présent pour contrôler ça. Je contrôle le résultat, mais je contrôle pas ce qui doit être produit. Ça, c'est hyper intéressant. J'ai même la même philosophie. Je trouve qu'il faut expliquer où on va, Ouais, vraiment le résultat souhaité. Après, c'est à lui de faire son chemin pour y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu lui expliques le comment faire, si c'est mort, pour, quoi. non, mais si pour toi, c'est mieux de le faire d'une manière qu'à ma manière, mais tant qu'on arrive au résultat C'est souhaité ça, avec exactement. la qualité souhaitée, c'est parfait. Parce que si je te contrains à le faire à ma manière, ça va te frustrer plus qu'autre chose. Donc, on va pas être productif, il n'y a pas d'intérêt. Je vous recommande un bouquin sur le sujet. C'est exactement sur ça. Hein. Ok. En anglais, ça s'appelle Who Not How. Donc, qui, pas comment. En Ok. français, c'est L'art de bien s'entourer Ok. de Dan Sullivan. Il est hyper intéressant sur savoir déléguer. Et d'ailleurs, donc le mec, il a écrit ce bouquin-là. Il dit, je suis pas écrivain. Du coup, il a trouvé quelqu'un pour écrire le bouquin. Tu vois. C'est pas lui qui a Très écrit bien. son bouquin. Bon, au moins, il répond à son sujet aussi. Exactement, exactement. Il a utilisé sa méthode pour faire tous ses projets. Et il explique l'objectif de pourquoi il faut le faire, pourquoi c'est important, où est-ce qu'il faut aller, le résultat. Et après, c'est à l'autre, l'écrivain, de dire, allez, vas-y, Ouais. c'est toi le pro, quoi. Donc, Très bien. Non, mais intéressant, ouais. Et du coup, ouais, 2 flops dessus parce que l'aide de mission qui sortait avec trop de retard, le juriste qui te dit ok, tout est fait alors que rien n'est fait, etc. Donc retour d'été, je me suis dit bon, on va fonctionner différemment. Je prends un nouveau juriste, nouvelle assistante, et le juriste, au lieu de tout déléguer, je me remets dans la prod aussi. Je refais certaines créations de société également. Le juriste, je lui en donne quelques-uns. Ça fonctionne bien, les retours clients, parfait. Ce qui fait que sur la durée, j'ai balancé du dossier. Enfin, je lui ai tout délégué. Sur la partie assistante, ça n'a pas fonctionné. Ils ont du mal à comprendre cet impact métier réglementé, obligation de récupérer des documents, enfin, tu sais, très tête en l'air. Donc j'ai arrêté cette partie-là. Je suis devenu mon propre secrétaire. Hein. Tout passe par mon téléphone, tous les appels cabinet par mon téléphone, la totale. Je me suis dit, il faut que je trouve la perle qui va me permettre de ne plus penser à ça, tu vois. ton deuxième cerveau. Ouais, voilà, vraiment. Je pense l'avoir trouvée. Elle commence la semaine prochaine pour le coup. Là aussi, c'est grâce au réseau. Ouais, c'est l'une des écoles de formation que j'ai qui m'envoie le CV et qui me dit écoute, CV incroyable, personne incroyable. Je fais l'entretien, j'explique les enjeux un peu réglementaires de la lettre de mission, des documents récupérés, d'avoir une lettre bien quali, les acceptations de mission, etc. Elle connaît un peu le domaine, elle connaît le métier, ça se fait direct. Donc, ok, ça se lance. Et le chef de mission que je recrute là, qui arrive début mars, lui, pour le coup, cabinet de recrutement. D'accord. Cabinet de recrutement, parce que impossible. Si tu veux, je fais des offres d'emploi, je reçois des CV. T'as la personne qui est dans la danse, limite, qui te dit non, mais je peux gérer la com du cabinet, t'inquiète, j'ai Instagram et je fais des photos. Parce qu'elle est en galère à trouver une alternance ou à trouver un poste de CDI, et elle te dit je suis prêt à tout accepter. Sauf que tu lui réponds moi, dans ma stratégie, je suis pas là pour aider, je suis là pour faire avancer mon business, donc non, tu vois. Et du coup, je passais par un cabinet de recrutement là pour un poste d'assistant de direction et chef de mission. Et en fait, le chef de mission, quand j'ai fait l'entretien avec lui, j'ai aimé une phrase qui a dit ok, lui, il faut que je le prenne. Bon, déjà, il avait l'expérience, il avait tout. Il m'a dit moi, je veux être un salarié entrepreneurial. Et cette phrase, en fait, elle m'a mis un choc, si tu veux. C'est que sa phrase, c'était je gère le cabinet si tu veux. Enfin, je t'accompagne sur la gestion de cabinet, etc. Mais si mes clients ont besoin de mettre en place de nouvelles missions, est-ce que tu vas me bloquer ou pas ?
Je dis, bah non, du tout. Parce qu'il me dit, bah actuellement, on me bloque. Par exemple, mettre en place des tableaux de bord pour certains commerçants qui le demandent et tout, ils veulent pas. Je dis, bah moi, je te laisse. Je dis, s'il y a un coût derrière, bon, on analyse toujours le coût parce que nous, on a un jeune cabinet, ce qui fait que voilà. Je dis, mais je te dirai jamais non, on fait pas ou non, on répond pas à un besoin du client. Et j'ai bien aimé cette phrase de salarié entrepreneurial, tu vois. Très, très intéressant. Et ça a matché. Et il attaque le début mars. Il y a un deuxième expert comptable mémorialiste, deuxième année, qui a attaqué lundi dernier, du coup. Et lui, en échangeant avec lui, c'est moi, il faut que tu me dises ce que j'ai à faire. J'ai pas cette âme entrepreneuriale, mais par contre, je sais te sortir des bilans, je sais superviser, je sais tout faire. C'est récite-moi ce que j'ai à faire et tu auras le truc sur ton bureau posé. Et voilà. Ok. Donc, hyper intéressant. Lui, il est venu il a envoyé son CV, etc. Donc, il est venu comme ça. Et voilà. Stylé. Et la construction s'est fait comme ça. J'ai toujours eu volonté de dire j'ai un collab en plus, même si je le paye limite pour rien faire, mais je l'ai en plus pour Ouais, absorber donc ma t'es surstaffé. Ouais. On a fait aussi cette strat. Tu vois, je suis toujours surstaffé, j'ai toujours quelqu'un qui a mon dossier. C'est pas qu'il fait rien en réalité, hein. Il y a toujours des Non, c'est trucs pour à absorber faire. la croissance parce que tu Mais sais il que tu as des nouveaux absorbe. clients qui arrivent chaque semaine ou chaque mois C'est et ça, du ouais. coup, il faut En fait, bien si tu veux, l'accueillir. des fois, quoi. pendant un mois, je vais signer 3 personnes. Des fois, pendant un mois, je signe 40 personnes. Donc, Ah oui. tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, je reviens de vacances, j'en signe 20 sur 4 jours. Et ils étaient en stand-by sur 2 semaines, tu vois. Donc, tu les signes et tu sais qu'après, tu as une période vide qui va arriver. Mais cette période vide, elle est hyper importante parce que tu vas créer les dossiers, tu vas mettre en place la mission, tu vas faire le premier rendez-vous. Moi, il y a un rendez-vous de bienvenue, entre guillemets, qui doit se faire avec le client. Présenter les équipes, ultra important pour moi, qu'il y ait un visage sur le client, sur le collaborateur. Présenter les outils, présenter le fonctionnement et surtout dire ce qu'on ne fait pas. Ouais. Que le client ne t'appelle pas en disant « Ouais, mais il y a ça, pourquoi c'est pas fait ?» Et quand tu réponds à toute cette problématique-là, c'est très clair dans ta tête, c'est très clair dans la tête du client. Et le seul problème que tu peux avoir, c'est des problèmes qu'il peut y avoir sur du courant potentiellement s'il y a une loupée ou quoi. Mais c'est pas sur une organisation, parce que souvent les cabinets sont critiqués pour ça. Je suis pas accompagné, il m'appelle jamais, il répond jamais, etc. Donc dès que tu mets cette base-là dès le démarrage, tu es tranquille. Et la personne qui est toujours en plus, entre guillemets, a toujours ce poste-là temporairement. Donc si tu veux lisser sur des mois, il y a toujours cette gestion qui est bien faite. Bon, franchement, c'est stylé. Ça donne, je pense pour ceux qui écoutent, ça donne pas mal d'idées de comment structurer un jeune cabinet. Donc Ouais. non, franchement, c'est cool. Alors moi, je suis parti en CDI, mais tu peux très bien le faire sur une alternance. Hein. Moi, je suis pas fan de l'alternance. J'ai mon associé qui en fait. Moi, je suis pas j'en fan. ai 2, pour le coup. C'est de la formation. Hein. Ah ouais, je trouve que ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de formation. Quand on a besoin, il est toujours à l'école. Non, je trouve, hein, en fait, le concept alternance, c'est très bien fait, mais les écoles ne jouent pas le jeu. C'est que quand tu mets les écoles te mettent des cours en pleine période de TVA, par exemple, alors qu'ils sont censés produire. Franchement, c'est... Je comprends pas la cohérence. Et quand tu échanges avec eux, oui, mais on fait pas exprès, oui. On te vend des formations comptables. Quand tu échanges avec le collab, ils te disent, ouais, mais on fait plus un peu de l'analyse financière que de la gestion comptable au sens propre. On fait plus de contrôle de gestion que ça. Tu appelles l'école, ils te disent, non, mais la compta, ça arrive, vous inquiétez pas, c'est bientôt. Et c'est en juin quand il est plus là. Donc. C'est ça, tu vois, du coup. Et en fait, moi, j'ai une liberté même avec les collabs. J'ai une collab là qui me dit, j'ai raconté hier à Nico, qui me dit, moi, la compta, ça me saoule, et je veux faire du contrôle de gestion. Moi, j'ai un peu de e-commerçant, j'ai plein de personnes qui veulent un peu analyser leurs coûts, etc., faire un peu des PNL. J'ai pas go. Au lieu que tu sois improductif et que tu me fasses une production inintéressée sur un truc, mets en place la mission, vas-y. Et elle est dessus, elle crée des petites matrices, elle regarde énormément, etc. Et le dossier qu'elle avait, c'était pas énorme, c'était une alternante, donc j'ai pu le faire absorber par la collab qui en avait pas beaucoup, pour le coup, à l'époque. Et voilà. Et ça permet aussi de fidéliser tes collabs. Bon, franchement, hyper intéressant, beaucoup de valeur, j'espère que vous avez apprécié. Pour finir, est-ce que toi, tu veux me poser une question un peu touchy, et si t'en as pas, c'est moi qui en ai une pour toi. Une question un peu touchy? Non, j'en ai pas. Non, franchement, t'es gentil avec moi. Voilà. Je vais rester gentil aujourd'hui. On est allé au resto encore. C'est clair. Dis-moi. Alors moi, j'en fais une. Ouais. Est-ce que t'as déjà pensé à vendre ton cabinet? Et si oui, à qui? J'ai 8 mois d'activité.
J'ai déjà pensé à vendre mon cabinet. Et à qui? À Jonathan Kalfa, cabinet CK. Tu veux lui vendre 10 millions? Je sais pas encore. J'ai envie de lui faire une petite offre sympa. Non, mais ouais, parce que Jonathan et moi, on s'entend sur les valeurs. Hyper, hyper important pour toute chose. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais lui, c'est mon grand frère. Vraiment, c'est une vraie considération de grand frère. On parle business, vraiment. Quand il y a un conseil, il ouvre le réseau. Quand il avait un besoin d'aide sur du réseau, j'ouvre mon réseau également sur la chose. Et là où on a matché sur la vision d'entreprendre, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bon, mon objectif, c'est dans 3 ans atteindre le million, même si je sais pertinemment qu'il y a de fortes chances que je l'atteigne avant, mais je me fixe large. C'est pas énorme le million, mais pour quelqu'un comme moi qui est parti de rien, Franchement, c'est énorme. et faire le million en très peu d'années, bah, c'est l'objectif. Et ouais, si demain je suis amené à vendre le cabinet Chila et Associés, il n'y a qu'une personne à qui, auprès de qui je peux le poser, c'est Jonathan. Stylé. Et Il sera voilà. content. Bon, bah, merci beaucoup, franchement, pour ton temps, pour toute la valeur que tu as donnée, pour avoir répondu à toutes les questions. Franchement, tu n'as Ouais. évité aucune question. Non, toujours, mais merci en tout cas pour l'invitation. Ça, Hyper c'était plus sympa. l'exercice, ouais. Ouais, totalement. Bon. C'est les premières fois. Hier, c'était mon premier podcast. Mais grave stylé. Mais quand tu es en confiance, t'es avec des bonnes personnes, ça se fait naturellement. Tu t'hésites pas à répondre. Bah, c'est trop bien. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Mettez des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! À très bientôt, merci beaucoup.